À l'heure actuelle, à plus de 13 milliards de kilomètres de la Terre, un vaisseau spatial de la taille d'une petite voiture dérive dans l'espace interstellaire à 54 700 km/h. Il a quitté son domicile en 1977. Il n'a ni soleil pour le réchauffer, ni équipe d'entretien, ni pièce de rechange. La température de l'espace qui l'entoure est proche du zéro absolu. Tous les manuels scolaires disent que ça devrait être une relique gelée maintenant. Ce n'est pas. Voyager 2 est toujours en vie, elle transmet toujours, et sa température est encore suffisamment élevée pour qu'elle puisse fonctionner. Et la raison en est l'une des histoires d'ingénierie les plus brutales jamais racontées. La NASA a passé près d'un demi-siècle à décider quelle pièce de ce vaisseau spatial devait être détruite. Ainsi, les autres peuvent continuer à murmurer vers la Terre. Voici comment ils ont procédé. Si vous appréciez les récits sur les machines que nous avons envoyées aux limites de l'inconnu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et nous avons encore tellement de choses à venir. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Lorsque Voyager 2 a été lancé depuis Cap Canaveral le 20 août 1977, attachée à l'étage supérieur d'une fusée Titan Centaure, elle est entrée dans un environnement thermique dominé par le Soleil. À une unité astronomique, soit la distance entre la Terre et le Soleil, le rayonnement solaire fournit environ 1360 W d'énergie par mètre carré. C'est une source de chaleur énorme. Les engins spatiaux évoluant à proximité de la Terre doivent gérer activement le chauffage solaire à l'aide de revêtements réfléchissants et de persiennes thermiques afin d'éviter la surchauffe. Dans cet environnement, le problème est de rester au frais. Rester au chaud est gratuit. Voyager 2 a passé moins de 2 ans dans cette zone de confort. En juillet 1979, elle avait atteint Jupiter, 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. L'intensité solaire à Jupiter ne représente qu'environ 4% de ce qu'elle est en orbite terrestre. Le Soleil comptait toujours, mais il était devenu une présence diffuse plutôt qu'une force dominante. L'équilibre thermique du vaisseau spatial basculait déjà vers un réchauffement interne, comme principale source de chaleur. L'environnement propre à Jupiter a ajouté une complication temporaire. Les ceintures de radiation intense de la planète géante ont bombardé le vaisseau spatial de particules chargées, générant une chaleur secondaire dans les composants électroniques. Mais cette rencontre fut brève, elle dura quelques jours et non des années. Voyager 2 a survolé la zone, a collecté ses données et a poursuivi sa route vers l'extérieur. À Saturne, atteinte en août 1981, le Soleil fournissait à peine 1% de l'énergie qu'il fournit à la distance de la Terre. Lorsque Voyager 2 est arrivé à Uranus en janvier 1986, celle-ci se trouvait à 19 unités astronomiques du Soleil. Le chauffage solaire était devenu négligeable. Le vaisseau spatial était désormais maintenu thermiquement presque entièrement par ses propres générateurs thermoélectriques, un radioisotope, RTG, et son électronique interne. Il ne s'agissait pas d'une crise. La conception thermique avait anticipé les opérations dans l'espace lointain. Les couvertures isolantes et les résistances chauffantes internes fonctionnaient exactement comme prévu. Mais les RTGS fonctionnaient déjà depuis près de 9 ans. Et leur puissance de sortie avait diminué d'environ 35 DOEST par rapport au niveau de lancement. Neptune, atteinte en août 1989, se trouvait à 30 unités astronomiques du Soleil. L'énergie solaire atteignant le vaisseau spatial à cette distance représentait environ 1900e de celle qu'il reçoit sur Terre. Le Soleil était toujours l'étoile la plus brillante dans le ciel de Voyager 2, mais il n'était plus une source de chaleur au sens propre du terme. C'était un point lumineux éclatant, visuellement époustouflant, mais thermiquement sans importance. Le vaisseau spatial était entré dans un régime où sa survie dépendait entièrement de son énergie interne. Chaque watt d'électricité consommé à l'intérieur du bus produisait un watt de chaleur. Chaque watt perdu par les RTG était un watt de chaleur qui ne reviendrait jamais. Après Neptune, le vaisseau spatial n'avait plus de cible planétaire. La NASA a prolongé la mission, la rebaptisant « Mission interstellaire Voyager ». L'objectif est passer des sciences planétaires à l'étude de l'héliosphère externe, la région où le champ magnétique du Soleil et le vent solaire interagissent avec le milieu interstellaire. Pendant les 3 décennies suivantes, Voyager 2 a volé vers l'extérieur à travers un espace de plus en plus vide, traversant le choc terminal en août 2007,
où le vent solaire ralentit de vitesse supersonique à subsonique et entrant dans la gaine d'hélium, la région frontière turbulente entre le domaine du Soleil et l'espace entre les étoiles. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a traversé la Terre à une distance d'environ 119 unités astronomiques du Soleil. Le héliopore est la limite, où la pression extérieure du vent solaire est équilibrée par la pression intérieure du milieu interstellaire. Le franchir signifiait que Voyager 2 avait définitivement quitté la bulle protectrice du Soleil. Le plasma entourant le vaisseau spatial n'était plus composé de matière solaire. Il s'agissait de matière interstellaire, de gaz, de poussière et de particules chargées qui n'avaient jamais été à l'intérieur de l'héliosphère. Les instruments ont confirmé le passage en temps réel. L'instrument d'analyse des plasmas a détecté une forte augmentation de la densité du plasma. Le magnétomètre a mesuré un changement de direction du champ magnétique. Le sous-système de détection des rayons cosmiques a enregistré une augmentation des rayons cosmiques galactiques et une baisse correspondante des particules provenant du Soleil. Pour la première fois, un engin spatial prélevait directement des échantillons de l'environnement interstellaire. Mais d'un point de vue thermique, le passage de l'hélicoptère n'a quasiment rien changé. Le milieu interstellaire de l'autre côté de la frontière est si ténu qu'il ne provoque aucun chauffage ni refroidissement mesurable. La température du bus de Voyager 2 était déterminée, comme cela avait été le cas pendant des décennies, par l'équilibre entre le chauffage électrique interne et les pertes par rayonnement à travers l'isolation. Cette traversée était historique d'un point de vue scientifique, mais sans intérêt thermique. Ce que cette traversée a toutefois confirmé, c'est que Voyager 2 était désormais véritablement seul. Il n'y avait ni vent solaire pour l'amortir, ni bulle magnétique pour la protéger, ni aucun vestige de l'influence du Soleil pour lui assurer ne serait-ce qu'un lien symbolique avec l'étoile autour de laquelle elle avait orbité pendant 41 ans. Le vaisseau spatial était immergé dans un milieu qui s'étend entre les étoiles sur des années-lumière dans toutes les directions. Un milieu si vide que les atomes individuels sont séparés par des distances mesurées en centimètres. Un milieu où les concepts de météo, de climat ou de saison n'ont aucun sens. Voici l'environnement. Voyager 2 occupe aujourd'hui, non pas le vide dramatique de la science-fiction, rempli de nébuleuses tourbillonnantes et d'astéroïdes menaçants, un vide infinitésimal et sans relief, où rien ne se passe sur des échelles de temps inférieures à des millénaires. Et dans ce vide, une machine de la taille d'une voiture compacte, enveloppée de couvertures réfléchissantes, chauffée par du plutonium en décomposition, est encore suffisamment chaude pour fonctionner. Cela représente environ 13 milliards de kilomètres. Un signal envoyé depuis le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA voyage à la vitesse de la lumière et met tout de même plus de 19 heures pour l'atteindre. En cas de problème, les premiers ingénieurs au monde à pouvoir en prendre connaissance ne seront informés que près d'une journée plus tard. Ils ne pourront répondre qu'au plus tôt un jour complet après cela. Il n'y a pas d'équipe de réparation. Il n'existe pas de vaisseau spatial de secours. Il n'y a pas de seconde chance. Et pourtant, Voyager 2 est toujours en vie. Pas vivant au sens poétique du terme, vivant au sens de l'ingénierie. Ses ordinateurs traitent les commandes. Son émetteur envoie des données. Son magnétomètre mesure le champ magnétique de l'espace interstellaire. Son instrument à ondes de plasma capte le faible bourdonnement électrique du milieu interstellaire. Ces instruments nécessitent de l'énergie. L'énergie nécessite de la chaleur. La chaleur nécessite une source. Et la source dont dépend Voyager 2 s'épuise lentement depuis près de 50 ans. Ce n'est pas une histoire sur le froid de l'espace. Tout le monde sait déjà que l'espace est froid. Voici l'histoire d'une machine conçue pour durer 4 ans, qui fonctionne encore après près d'un demi-siècle, dans l'environnement le plus hostile auquel l'ingénierie humaine ait jamais été confrontée. La réponse n'est pas magique. La réponse n'est pas la chance. La réponse réside dans une série de sacrifices calculés avec une brutalité implacable qui a commencé il y a des décennies et se poursuit encore aujourd'hui, les ingénieurs sur Terre choisissant avec soin quelles parties du vaisseau spatial doivent être sacrifiées pour que le reste puisse survivre un peu plus longtemps. Pour comprendre pourquoi Voyager 2 n'a pas gelé, il faut d'abord comprendre ce qui la maintient à température. Et cela commence avec un métal appelé plutonium.
Chaque sonde voyagée embarque 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes montés sur une perche qui s'étend à partir du corps principal de la sonde. Ces générateurs ne sont pas des réacteurs. Elles ne provoquent pas de réaction en chaîne. Ils ne divisent pas les atomes sur commande. Ce sont, en termes simples, des conteneurs de matière radioactive qui produisent de la chaleur comme sous-produit de leur désintégration naturelle. Le combustible qu'elles contiennent est du plutonium-238, un isotope choisi spécifiquement parce qu'il se désintègre en émettant des particules alpha qui sont lourdes, lentes et faciles à contenir. Lorsque ces particules alpha percutent les parois de la capsule de carburant, leur énergie cinétique se convertit en énergie thermique, en chaleur, de manière constante, stable et totalement automatique. Au moment du lancement, chacun des 3 générateurs de Voyager 2 produisait environ 2400 watts de puissance thermique. Cela représente un total combiné d'environ 700-200 joules de chaleur brute dégagée par le combustible au plutonium. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens ignorent. Seule une petite fraction de cette énergie thermique a été convertie en électricité. Les générateurs utilisent des thermocouples au géranium de silicium pour exploiter la différence de température entre le noyau chaud en plutonium et l'enveloppe extérieure plus froide, produisant un courant électrique grâce à un principe appelé effet Seebeck. L'efficacité de conversion était d'environ 6-12%. Cela signifie que chaque générateur a transformé environ 157 W de puissance thermique en électricité utilisable et que les quelques 93% de chaleur restants ont été rayonnés dans l'espace à travers les ailettes de refroidissement du générateur. 3 générateurs, 157 watts chacun. Cela donnait à Voyager une puissance électrique totale d'environ 470 EV au lancement. C'est moins que la puissance consommée par un mixeur de cuisine domestique classique. Cela représente la consommation énergétique totale d'un vaisseau spatial transportant 10 instruments scientifiques, une antenne à gain élevé, des ordinateurs de bord, des systèmes de chauffage, des systèmes de contrôle d'attitude et tout le nécessaire pour naviguer dans le système solaire externe et survivre au-delà. 470 coulous. C'était le pic. Ce nombre n'a fait que diminuer depuis. Le plutonium-238 a une demi-vie de 87,7 ans. Cela signifie que tous les 87,7 ans, la moitié du combustible restant se décompose en d'autres éléments et cesse de produire de la chaleur utile. Le processus est exponentiel. Le carburant ne perd pas de puissance en ligne droite. Elle perd chaque année un pourcentage fixe, soit environ 0,8% de sa production restante. Concrètement, les générateurs de Voyager 2 perdent environ 4 watts de capacité électrique chaque année. 4 watts, ça ne paraît peut-être pas beaucoup, mais quand votre budget énergétique total a commencé à 470 dwarms et qu'il a diminué pendant près de 5 décennies, 4 watts par an, c'est implacable. Cela se répercute, cela s'accumule et cela ne s'inverse jamais. D'ici 2026, les générateurs produiront moins de la moitié de leur production électrique initiale. Le vaisseau spatial fonctionne désormais avec une puissance d'environ 220 W. C'est moins qu'une seule ampoule à incandescence puissante. Et c'est à partir de cette réserve qui s'amenuise que chaque système du vaisseau spatial doit être alimenté. Les ordinateurs, l'émetteur, les instruments scientifiques, les éléments chauffants qui empêchent les composants critiques de descendre en dessous de leur température de fonctionnement minimale. Le système de contrôle d'attitude qui maintient l'antenne pointée vers la Terre. Chacun de ces systèmes consomme de l'énergie, et toute énergie consommée ne peut aller ailleurs. C'est à ce moment que le récit de survie commence à se transformer en quelque chose de douloureux. Car à bord de Voyager 2, la puissance n'est pas seulement de l'électricité. La puissance, c'est aussi de la chaleur. Les générateurs sont montés sur une flèche séparée du corps principal du vaisseau spatial. La chaleur résiduelle est évacuée dans l'espace par des ailettes métalliques et ne réchauffe pas significativement le reste de la sonde. L'électricité qu'ils produisent transite cependant par des câbles jusqu'au bus électronique central, la structure en aluminium à 10 côtés située au cœur du vaisseau spatial où se trouvent les ordinateurs, les instruments et les systèmes de contrôle. Lorsque cette électricité alimente un radiateur, celui-ci la convertit en énergie thermique à l'intérieur du bus. Lorsqu'il alimente un instrument,
Les circuits de cet instrument génèrent de la chaleur comme sous-produit de leur fonctionnement. Lorsque le courant circule dans le câblage et les régulateurs de tension du vaisseau spatial, même ces composants produisent de petites quantités de chaleur résiduelle. Dans tous les cas, l'énergie électrique fournie au bus finit par se transformer en chaleur à l'intérieur du bus. C'est cette chaleur qui maintient Voyager 2 en vie. La plateforme du vaisseau spatial est enveloppée de couvertures isolantes multicouches, des feuilles de matériaux réfléchissants superposées, afin de minimiser la vitesse à laquelle la chaleur s'échappe par rayonnement. Ces couvertures fonctionnent comme un thermos. Ils n'empêchent pas totalement la perte de chaleur, mais ils la ralentissent considérablement, en réfléchissant le rayonnement thermique vers l'intérieur et en réduisant la quantité d'énergie dont le vaisseau spatial a besoin pour maintenir des températures supportables. Le bus utilise également des persiennes thermiques, des aérations mécaniques, qui peuvent s'ouvrir ou se fermer pour réguler la quantité de chaleur dégagée. Lorsque le vaisseau spatial se rapprochait du Soleil et produisait davantage d'énergie, les persiennes contribuaient à prévenir la surchauffe en évacuant l'excès de chaleur. Aujourd'hui, plusieurs décennies après le début de la mission interstellaire, la surchauffe n'est plus un problème. Les persiennes sont en grande partie fermées. Chaque fraction de watt compte. Il en résulte une équation thermique qui régit la survie de Voyager 2. D'une part, de la chaleur est générée à l'intérieur du bus par les systèmes électriques qui tirent leur énergie des générateurs. De l'autre côté, la chaleur est perdue par rayonnement, s'échappant à travers l'isolation, à travers les ouvertures des instruments, à travers les liaisons structurelles avec les flèches et les antennes. Tant que la chaleur générée à l'intérieur du bus dépasse la chaleur perdue par rayonnement, l'intérieur reste suffisamment chaud pour que l'électronique fonctionne, que le carburant reste liquide et que la mission puisse se poursuivre. Mais voici le problème. La chaleur générée à l'intérieur du bus dépend de la quantité d'énergie électrique qui y est consommée. Et la puissance électrique disponible diminue de 4 W chaque année depuis 1977. Chaque année, la quantité d'électricité alimentant le bus diminue. Chaque année, la production de chaleur diminue. Chaque année, l'intérieur du vaisseau spatial se refroidit un peu plus. Durant les premières décennies, ce refroidissement était gérable. Voyager 2 avait une marge de sécurité. Elle avait de la puissance en réserve. Il comportait des éléments chauffants dédiés au maintien à température des composants sensibles. Et ces appareils de chauffage pourraient fonctionner sans menacer le budget énergétique global. Mais à mesure que les générateurs s'affaiblissaient, ces marges se réduisaient. Les ingénieurs ont commencé à faire des choix difficiles, des choix concernant ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut sacrifier. Les radiateurs ont été parmi les premiers à être retirés. Pas d'un coup, mais progressivement sur plusieurs années. Un dispositif de chauffage protégeant un instrument particulier serait désactivé lorsque l'énergie qu'il consommait serait nécessaire ailleurs. L'instrument pourrait continuer à fonctionner à une température plus basse pendant un certain temps, ou non. Dans les deux cas, la chaleur qu'il dégageait à l'intérieur du bus a disparu en même temps que sa consommation d'énergie. Chaque arrêt du système de chauffage réduisait l'énergie thermique totale à l'intérieur du vaisseau spatial. Chaque arrêt rapprochait un peu plus les composants les plus froids de leur température minimale de survie. Et il existe une limite de température qui compte plus que tout autre. Le point de congélation de l'hydroïne. Voyager 2 utilise l'hydrosine comme carburant pour ses propulseurs. De petits moteurs de fusée brûlent ce produit chimique pour produire les minuscules ajustements d'orientation qui maintiennent l'antenne à gain élevé du vaisseau spatial pointé vers la Terre. Si l'hydroine contenue dans ces conduites se solidifie, les propulseurs ne pourront pas se déclencher. Le vaisseau spatial ne parvient pas à maintenir son orientation et l'antenne à gain élevé dérive lentement loin de la Terre. La communication se dégrade et finit par cesser complètement. La mission ne se termine pas par un échec spectaculaire, mais par une perte lente et irréversible de précision de pointage qu'aucune commande depuis la Terre ne peut corriger. L'hydroine gèle à environ 1,6 degrés. C'est à peine supérieur au point de congélation de l'eau. Sur Terre, 1,6 degrés correspond à une matinée d'automne fraîche, sur un vaisseau spatial situé à 13 milliards de kilomètres du Soleil, avec une alimentation électrique défaillante et sans source de chaleur externe. 1,6 degrés, c'est
représente la limite entre une mission réussie et un tombeau silencieux. L'hydrosine est stockée dans un réservoir à l'intérieur de la plateforme du vaisseau spatial et circule par d'étroites conduites de propergol jusqu'aux ensembles de propulseurs. Ces lignes constituent le maillon thermique le plus faible. Ils sont minces. Elles traversent des zones du vaisseau spatial qui sont mal isolées. Ils sont reliés à des propulseurs montés à l'extérieur du bus, exposés au froid radiatif de l'espace. Si un segment quelconque d'une conduite de propergol descend en dessous du point de congélation, l'hydroane qu'il contient peut se solidifier. Une conduite gelée bloque l'arrivée de carburant. Une conduite bloquée signifie qu'un propulseur ne peut pas se déclencher. Et sur Voyager 2, certains propulseurs sont déjà tombés en panne en raison d'un colmatage de leurs injecteurs, laissant le vaisseau spatial sans système de secours. Tout fonctionne sur ce que les ingénieurs appellent une chaîne unique, un seul ensemble de composants, aucune redondance, aucune seconde chance. En 2014, la situation était devenue suffisamment grave pour que l'équipe des opérations de vol de Voyager contacte les ingénieurs thermiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA afin de leur faire part d'une préoccupation particulière. La température des conduites de propergol de Voyager 2 approchait le point de congélation de l'hydrogène. La marge entre la température mesurée et le seuil de congélation se réduisait d'année en année. Si cette tendance se poursuivait, les conduites de carburant finiraient par dépasser la limite et la mission prendrait fin. Il y avait cependant un problème. Les modèles thermiques originaux des sondes Voyager, les simulations mathématiques qui prédisaient l'évolution des températures à bord du véhicule, datèrent de près de 40 ans. Elles avaient été créées lors de la phase de conception dans les années 1970, à l'aide d'outils et de suppositions d'une autre époque. De nombreux documents de conception originaux étaient incomplets ou indisponibles. Le vaisseau spatial avait considérablement changé depuis son lancement. Les instruments avaient été éteints, les radiateurs avaient été désactivés, les niveaux de puissance avaient chuté bien en deçà des prévisions des concepteurs initiaux. Les anciens modèles étaient inutiles pour prédire ce qui se passait à l'intérieur du vaisseau spatial. Les ingénieurs thermiques ont donc accompli quelque chose de remarquable. Ils ont construit un nouveau modèle thermique à partir de zéro, en travaillant avec des données de télémétrie de température limitées. Comme Voyager 2 ne possède que très peu de capteurs de température embarqués, les scientifiques ont reconstitué le comportement thermique du vaisseau spatial à l'aide de logiciels de simulation modernes. Ils ont modélisé la structure du bus, les couvertures isolantes, les compartiments d'instruments, les conduites de propergol, les ensembles de propulseurs et les flux de chaleur à travers le véhicule. Ils ont comparé le modèle aux données de température éparses que le vaisseau spatial envoyait réellement sur Terre. Et ce qu'ils ont découvert a confirmé leurs pires craintes. Les conduites de propergol de Voyager 2, à proximité des propulseurs de roulis, avaient déjà atteint des températures dangereusement proches du point de congélation de l'hydrogène. La marge n'était pas confortable. Ce n'était même pas conforme aux normes d'ingénierie habituelles. Il était mince, incertain et s'amincissait d'année en année. Le vaisseau spatial survivait, mais de justesse, et chaque modification future de l'état de l'alimentation électrique, chaque décision d'éteindre un autre radiateur ou de mettre hors service un autre instrument, modifierait l'équilibre thermique d'une manière qui devait être soigneusement prévue avant l'envoi de la commande. Voici la réalité de l'existence de Voyager 2 dans l'espace interstellaire. Il ne s'agit pas d'un vaisseau spatial qui a survécu par hasard. Il s'agit d'un vaisseau spatial maintenu en vie grâce à l'intervention délibérée et continue d'une équipe d'ingénieurs sur Terre qui gèrent un budget thermique dont la marge se mesure en watts à un seul chiffre. Chaque décision qu'ils prennent comporte des risques. Éteignez le mauvais élément chauffant et une conduite de propergol gèle. Éteignez le mauvais instrument et l'équilibre thermique à l'intérieur du bus bascule dans une direction inattendue. Si trop de systèmes restent en fonctionnement, la consommation électrique totale dépasse la capacité des générateurs, déclenchant une protection automatique contre les pannes qui pourraient mettre hors service des composants critiques sans avertissement. Les ingénieurs n'ont pas le droit de toucher le vaisseau spatial. Ils ne peuvent ni remplacer une pièce, ni réparer un fil, ni ajouter d'isolant.
Ils ne peuvent qu'envoyer des commandes, attendre 19 heures pour que ces commandes arrivent et espérer que le vaisseau spatial réponde correctement. Et ils le font avec succès depuis près d'un demi-siècle. Il y a autre chose qu'il est important de comprendre au sujet des générateurs. De quoi changer votre vision de l'avenir du vaisseau spatial. Le plutonium-238, contenu dans le RTGS, ne produit pas seulement de l'électricité, il produit de la chaleur. Et il continuera à produire de la chaleur longtemps après que la production d'électricité soit tombée en dessous des niveaux utilisables. Les thermocouples qui convertissent l'énergie thermique en électricité se dégradent avec le temps indépendamment de la dégradation du combustible. Leurs jonctions s'usent, leur efficacité diminue. À terme, les générateurs continueront à produire de l'énergie thermique à partir de la désintégration du plutonium. Mais les thermocouples seront trop dégradés pour en convertir suffisamment en électricité afin de faire fonctionner quoi que ce soit. Dans ce cas, le vaisseau spatial dégagera de la chaleur mais pas d'énergie. Il fera chaud en quelque sorte, du moins au niveau de la flèche du RTG, mais il sera impossible de faire fonctionner ses ordinateurs, son émetteur ou l'un de ses instruments. Ce sera un cadavre chaud, mais ce moment n'est pas encore arrivé. En 2026, les générateurs produisent encore suffisamment d'électricité pour faire fonctionner les systèmes essentiels du vaisseau spatial, mais de justesse. La marge est infime. L'équipe d'ingénierie prépare ce qui pourrait être la manœuvre d'économie d'énergie la plus ambitieuse de l'histoire de la mission. Une reconfiguration de dernier recours qu'ils planifient depuis des années. Les détails de cette opération et les risques qu'elle comporte seront communiqués ultérieurement. Ce qui importe ici, c'est que cette manœuvre existe tout simplement. Près d'un demi-siècle après son lancement, les ingénieurs continuent d'imaginer de nouvelles façons de maintenir en vie une machine en fin de vie. Le Big Bang n'est pas une manœuvre spectaculaire. C'est le contraire. Il s'agit d'un arrêt et d'un redémarrage méticuleux et soigneusement séquencé des systèmes consistant à désactiver certains appareils et à activer des alternatives à plus faible consommation. En réorganisant la façon dont le vaisseau spatial utilise son énergie restante afin que les fonctions les plus critiques reçoivent suffisamment de puissance et de chaleur pour continuer à fonctionner. Il s'agit du dernier d'une longue série de compromis techniques qui ont défini la mission voyagée depuis des décennies. Chaque compromis implique un sacrifice. Chaque sacrifice nous fait gagner du temps. Et le temps est la seule monnaie qui compte désormais. Ce qui rend la survie de Voyager 2 si remarquable, ce n'est pas tant sa résistance au froid. C'est que le froid a été maîtrisé. Chaque degré de température à l'intérieur de la plateforme du vaisseau spatial est le résultat d'une décision délibérée prise par des ingénieurs qui comprennent que leur budget énergétique n'augmentera jamais, que leur marge thermique ne s'accroîtra jamais, et que chaque système qu'ils arrêtent est un système qu'ils ne rallumeront presque certainement jamais. Le vaisseau spatial est simplifié, réduit, dépouillé de tout superflu pour ne garder que ses fonctions essentielles. Elle survit non pas en devenant plus forte, mais en devenant moins forte. En 1977, Voyager 2 a été lancé avec 10 instruments scientifiques, plusieurs éléments chauffants, des systèmes redondants et suffisamment d'énergie pour les faire fonctionner simultanément. Aujourd'hui, elle exploite 3 instruments. La plupart de ses radiateurs sont éteints. Son système de propulsion ne dispose d'aucun système de secours. Sa tension n'est plus strictement régulée, car l'énergie qui alimentait autrefois le circuit de sécurité du régulateur de tension a été redirigée pour maintenir en fonctionnement les instruments scientifiques. Le vaisseau spatial qui a quitté la Terre était un explorateur entièrement équipé. Le vaisseau spatial actuel est un survivant dépouillé de tout superflu et chaque pièce retirée est une pièce dont un ingénieur quelque part a décidé que la mission pouvait se passer. Cette décision n'a jamais été facile et elle n'a jamais été gratuite. Éteindre un radiateur implique d'accepter que le composant qu'il protégeait se refroidisse. Éteindre un instrument signifie accepter qu'une mesure qu'aucune autre personne dans l'univers ne peut effectuer ne sera plus jamais réalisée. Désactiver un système redondant signifie accepter qu'en cas de défaillance du système principal, il n'y a pas de système de secours. Chaque sacrifice ferme une porte qui ne peut être rouverte. Mais les portes continuent de se fermer car l'alternative est pire. L'alternative serait une panne de courant totale, provoquant un arrêt incontrôlé, le gel des conduites de propergol, la perte du pointage des antennes
Et la fin de la mission non pas par une séquence planifiée de pertes calculées, mais par une panne soudaine et irréversible des systèmes, sans aucune possibilité de récupération. Les ingénieurs ont choisi un sacrifice contrôlé plutôt qu'une mort incontrôlée. Et ce choix, répété des dizaines de fois au fil des décennies, explique pourquoi Voyager 2 ne s'est pas immobilisé dans l'espace interstellaire. La physique qui rend cela possible, la mécanique précise de la perte de chaleur dans le vide, le comportement du rayonnement thermique, les stratégies d'isolation qui le ralentissent, tout cela mérite d'être compris en détail, car l'écart entre ce que les gens imaginent lorsqu'ils entendent le mot gel et ce qui arrive réellement à un vaisseau spatial dans l'espace interstellaire est énorme. L'univers est froid. Oui, mais il ne fait pas froid comme la plupart des gens l'imaginent. Et cette distinction est la différence entre un vaisseau spatial hors service et un vaisseau spatial opérationnel. C'est là que l'histoire se poursuit. La plupart des gens imaginent l'espace comme un congélateur. Ils imaginent un vaisseau spatial dérivant dans le vide comme un pieu planté dans un entrepôt gelé, cerné par un froid implacable qui attaque de toutes parts et absorbe la chaleur avec une efficacité redoutable. Cette image semble intuitive. Cela semble correct, et pourtant c'est presque entièrement faux. Le malentendu commence avec la façon dont nous percevons le froid sur Terre. Lorsque vous sortez par un matin d'hiver, l'air aspire la chaleur de votre peau par un processus appelé convection. Les molécules d'air en mouvement entrent en collision avec votre corps, absorbent l'énergie thermique et l'emportent. Plus le vent souffle fort, plus vite on perd de la chaleur. C'est le refroidissement éolien. Lorsque vous saisissez une rampe métallique par temps glacial, la chaleur de votre main se transmet au métal par contact direct, un processus appelé conduction. Le métal est un excellent conducteur thermique. Le transfert est donc rapide et brutal. Votre corps se refroidit, car quelque chose de plus froid le touche physiquement et lui vole de l'énergie par contact moléculaire. Ces deux mécanismes, la convection et la conduction, sont responsables de la quasi-totalité des pertes de chaleur que les humains subissent au quotidien. Ils sont rapides, ils sont agressifs. C'est à cause d'eux que le froid est ressenti comme une agression, comme si quelque chose aspirait activement la chaleur de votre corps. L'espace n'a ni l'un ni l'autre. Dans l'espace interstellaire, il n'y a presque pas de matière. La densité du milieu interstellaire dans la région actuellement occupée par Voyager 2 se mesure en particules par cm3 et non en milliards ni en millions. Environ 1/10 de particules par unité de surface. À titre de comparaison, l'air que vous respirez en ce moment contient environ 25 quintillions de molécules par cmn3. La différence entre l'atmosphère terrestre et l'espace interstellaire n'est pas une question de degrés. La différence est si grande que les deux environnements obéissent à des règles thermiques fondamentalement différentes. En l'absence quasi totale de particules en contact avec le vaisseau spatial, la conduction est pratiquement nulle. Il n'y a pas de molécules d'air pour évacuer la chaleur par convection. Les deux mécanismes qui dominent la perte de chaleur sur Terre ne fonctionnent tout simplement pas dans le vide interstellaire. Si la conduction et la convection étaient les seuls moyens de dissiper la chaleur, un vaisseau spatial dans l'espace interstellaire ne se refroidirait jamais. Elle conserverait indéfiniment l'énergie thermique qu'elle contient, comme un récipient parfaitement hermétique dans lequel rien ne peut entrer ni sortir. Mais il existe un troisième mécanisme, le rayonnement thermique, et c'est le seul moyen pour Voyager 2 de perdre de la chaleur. Tout objet de l'univers dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique. Ceci n'est pas facultatif. Cela ne nécessite pas une surface spéciale ni un matériau particulier. C'est une loi fondamentale de la physique. Les atomes de tout objet vibrent, et ces vibrations produisent des photons, des particules de lumière qui transportent l'énergie loin de la surface. Plus l'objet est chaud, plus les photons sont énergétiques, et plus l'énergie s'échappe rapidement. Ceci est décrit par une relation appelée loi de Stefan Boltzmann, qui stipule que l'énergie totale rayonnée par un objet est proportionnelle à la 4e puissance de sa température. Cette 4e relation de pouvoir est extrêmement importante. Cela signifie qu'un objet chaud rayonne de la chaleur beaucoup plus rapidement qu'un objet tiède. Un vaisseau spatial à 200 degrés C rayonnera de la chaleur beaucoup plus rapidement qu'un vaisseau à 20 degrés C. Mais cela signifie aussi que lorsqu'un objet se refroidit, son taux de perte de chaleur ralentit. Plus la température baisse,
moins l'énergie qu'elle rayonne est importante, et plus son refroidissement est lent. Cela crée un effet de rupture naturelle. Un vaisseau spatial dans le vide ne plonge pas vers le zéro absolu comme un verre d'eau gèle dans un congélateur. Elle atteint un équilibre thermique, un point d'équilibre où la chaleur qu'elle génère en interne est égale à la chaleur qu'elle perd par rayonnement. Cet équilibre est la clé de la survie de Voyager 2. Le vaisseau spatial n'a pas besoin de lutter contre une violente attaque de froid. Il doit maintenir une source de chaleur interne suffisamment importante pour compenser ses pertes par rayonnement. Tant que la chaleur qui pénètre dans la plateforme du vaisseau spatial dépasse la chaleur qui rayonne vers l'extérieur, l'intérieur reste au-dessus de zéro. Dès que l'équilibre bascule, les températures chutent, mais la baisse est progressive, pas soudaine. Les radiations sont des voleuses patientes, pas des voleuses violentes. Voyez les choses ainsi. Imaginez-vous assis près d'un feu de camp au milieu d'un immense champ de neige par une nuit sans vent. Il n'y a pas de brise pour évacuer la chaleur de votre corps. La neige ne vous touche pas, la conduction est donc minimale. Le feu rayonne de la chaleur vers vous et votre corps rayonne de la chaleur vers l'extérieur, dans le ciel froid. Tant que le feu brûle, vous restez au chaud. Le champ de neige est froid, extrêmement froid, mais il ne peut pas vous absorber la chaleur avec la même intensité qu'une tempête de neige. C'est le feu qui détermine votre température, pas la neige. Si le feu diminue, vous avez plus froid. S'il meurt, il finira par rayonner toute sa chaleur dans le ciel et atteindra la température de son environnement. Mais le refroidissement est lent, uniquement dû au rayonnement, et il prend beaucoup plus de temps que la plupart des gens ne l'imaginent. Le plutonium de Voyager 2, c'est le feu de camp. Le milieu interstellaire est un champ de neige, et l'isolation multicouche qui enveloppe le vaisseau spatial est comme une couverture réfléchissante qui renvoie une grande partie de votre chaleur rayonnée vers votre corps, réduisant considérablement la quantité de feu dont vous avez besoin pour rester au chaud. Cette isolation mérite une attention particulière, car il s'agit de l'une des décisions d'ingénierie les moins connues et les plus importantes de tout le programme Voyager. L'isolation multicouche n'est pas constituée d'un seul matériau. Il s'agit d'un empilement de fines feuilles réfléchissantes, généralement fabriquées à partir de kapton ou de maillard, séparés par des matériaux d'espacement à faible conductivité. Chaque couche réfléchit une grande partie du rayonnement thermique qui la frappe. Un photon émis par le vaisseau spatial chaud frappe la première couche et environ 95% de son énergie est réfléchie vers l'intérieur. La petite quantité qui traverse la couche atteint la seconde et 95% de celle-ci est réfléchie. Puis la troisième couche, puis le quatrième. Empilez suffisamment de couches et la chaleur totale qui s'échappe à travers la couverture tombe à une infime fraction de celle que la surface nue rayonnerait. Le bus de Voyager est enveloppé dans ces couvertures. Il en résulte que la température interne du vaisseau spatial est déterminée en grande partie par la quantité d'énergie électrique dissipée à l'intérieur du bus et non par la température de l'environnement extérieur. Si l'espace interstellaire était à 5 Kelvin au lieu de 2,7 Kelvin, cela ne ferait pratiquement aucune différence sur les températures internes de Voyager 2. L'isolation est si efficace que l'environnement extérieur est presque sans importance. Ce qui compte, c'est la source de chaleur interne. Il s'agit là du concept le plus important pour comprendre pourquoi Voyager 2 n'a pas gelé. Le vaisseau spatial ne lutte pas contre le froid extérieur. Il gère la chaleur interne. Le danger ne réside pas dans le froid excessif de l'espace. Le danger réside dans le fait que le vaisseau spatial génère de moins en moins de chaleur à mesure que son alimentation électrique diminue, et qu'à terme, la chaleur interne ne suffira plus à compenser les pertes par rayonnement à travers l'isolation. L'ennemi n'est pas le vide. L'ennemi, c'est l'horloge. C'est là que la physique devient plus spécifique et plus complexe. Rappelez-vous les chiffres vus précédemment. Chacun des 3 RTG de Voyager 2 produisait environ 2400 joules de puissance thermique à partir de la désintégration du plutonium, mais n'en convertissait qu'environ 6 à 12% en électricité. La grande majorité de l'énergie thermique, soit plus de 93%, a été rejetée sous forme de chaleur résiduelle à travers les ailettes de refroidissement du générateur. Ces ailerons sont montés sur une flèche, s'étendant à l'écart du corps du vaisseau spatial, précisément pour que l'énorme dégagement thermique du plutonium ne submerge pas l'électronique. Les générateurs étaient délibérément placés loin du bus
et orientées de manière à évacuer leur chaleur résiduelle dans l'espace. Car au début de la mission, cette chaleur aurait endommagé les instruments sensibles. Cela signifie que les RTG eux-mêmes ne chauffent pas significativement la plateforme du vaisseau spatial. La chaleur résiduelle s'échappe par les ailettes et disparaît. La chaleur qui maintient le bus à température provient exclusivement de l'électricité qui y circule. Lorsque cette électricité alimente un radiateur, celui-ci la convertit en énergie thermique à l'intérieur du bus. Lorsqu'il alimente un ordinateur, les circuits de ce dernier produisent de la chaleur comme sous-produit. Lorsque le courant circule dans les câbles et les régulateurs de tension, ces composants génèrent de petites quantités de chaleur. Dans tous les cas, l'énergie électrique entrant dans le bus finit par se transformer en énergie thermique, piégée à l'intérieur de la structure isolée. La température interne du vaisseau spatial dépend de la quantité d'électricité en watts consommée à l'intérieur du bus à un instant donné. Au lancement, 470 watts d'électricité ont été injectés dans le vaisseau spatial. Toute cette énergie a finalement été convertie en chaleur à l'intérieur du bus ou rayonnée vers l'extérieur par l'antenne. L'isolation a été conçue de manière à ce que ce niveau de chauffage interne, combiné à des radiateurs d'appoint alimentés par une source d'énergie dédiée, maintiennent tous les composants dans leur plage de température de fonctionnement sûre, même aussi loin du Soleil que Neptune. Mais les concepteurs n'ont pas conçu Voyager 2 pour fonctionner à 143 unités astronomiques du Soleil avec seulement 220 devers de puissance. Ils ne l'ont pas conçu pour fonctionner avec la plupart de ses éléments chauffants éteints. Ils ne l'ont pas conçu pour maintenir des températures de conduite de propergol acceptables avec moins de la moitié de son budget énergétique initial. Le fait qu'il accomplisse toutes ces choses témoigne de l'importante marge thermique prévue dans la conception originale et de l'habileté avec laquelle les ingénieurs ont géré le déclin. Pour comprendre la raison d'être de cette marge, il faut comprendre ce qui préoccupait réellement les concepteurs. Lors de la construction de Voyager 2 au milieu des années 1970, les ingénieurs thermiques ont dû relever un double défi à proximité du Soleil. Durant les premières phases de la mission, le vaisseau spatial subirait un intense rayonnement solaire. Le bus électronique pourrait surchauffer. Ainsi, les volets thermiques du bus ont été conçus pour s'ouvrir et évacuer l'excès de chaleur lorsque les températures internes deviennent trop élevées. Mais sur les planètes extérieures, à des milliards de kilomètres du Soleil, le réchauffement solaire serait négligeable. Le vaisseau spatial dépendrait presque entièrement de ses systèmes électriques internes pour se chauffer. L'isolation devait être suffisamment performante pour retenir la chaleur et la protéger des pertes par rayonnement dans le froid de l'espace profond. Les concepteurs ont construit pour une affaire non résolue. Ils ont conçu l'isolation suffisamment épaisse et réfléchissante pour maintenir le bus au chaud à Saturne, la destination confirmée la plus éloignée dans le plan de mission initial. Lorsque la mission a été étendue à Uranus, puis à Neptune, le vaisseau spatial s'est aventuré dans des régions plus froides que celles que la conception originale devait absorber avec moins de watts de lumière solaire et une puissance RTG légèrement inférieure. Elle a réussi car ses marges étaient généreuses. La conception thermique était prudente. Elle avait été conçue pour faire face à l'incertitude, et c'est ce conservatisme qui a permis à Voyager 2 de rester en vie des décennies au-delà de sa durée de vie prévue. Mais le conservatisme a ses limites. Chaque année, 4 watts de puissance électrique disparaissent. 4 watts de chauffage interne disparaissent du bus. L'isolation reste inchangée. Les pertes radiatives ne changent pas significativement, mais la source de chaleur se rétrécit. La température d'équilibre à l'intérieur du bus diminue légèrement chaque année. Les composants qui étaient agréablement chauds en 1989 sont aujourd'hui à peine tolérables. Les composants qui étaient tolérables en 2010 approchent désormais de leur température minimale nominale. Et les conduites de propergol, la partie la plus vulnérable thermiquement de tout le vaisseau spatial, frôlent le point de congélation de l'hydrogène. Voici un détail qui rend la situation thermique encore plus contre-intuitive. L'espace interstellaire, bien qu'étant parmi les environnements les plus froids de l'univers, est en réalité légèrement plus chaud, dans un sens précis, que l'espace profond traversé par la sonde, Voyager 2, lors de son voyage hors du système solaire. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes, la rémanence du Big Bang,
remplit tout l'espace d'un faible bain de photons correspondant à une température d'environ 2,7 Kelvin. Cela correspond approximativement à 270 degrés C. Dans le système solaire externe, loin de toute étoile ou planète, le rayonnement ambiant est dominé par ce même fond. La température ambiante est restée pratiquement constante tout au long du voyage de Voyager 2. Mais le milieu interstellaire lui-même, le fin gaz entre les étoiles, a une température étonnamment élevée selon certaines mesures. Le plasma que traverse actuellement Voyager 2 présente une température mesurée de plusieurs dizaines de milliers de Kelvin dans certaines régions. Cela paraît absurde. Comment est-il possible que la température de l'espace autour du vaisseau spatial atteigne des dizaines de milliers de degrés alors que la température ambiante est proche du zéro absolu? La réponse est que la température et la chaleur ne sont pas la même chose. La température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules individuelles. Dans le milieu interstellaire, les particules, principalement de l'hydrogène ionisé, se déplacent à une vitesse extrêmement élevée. Chaque proton ou électron individuel possède une énergie cinétique substantielle. Par définition de la température, le gaz est très chaud. Mais il n'y a presque pas de particules. La densité est si faible que même si chaque particule est énergétique, la quantité totale d'énergie thermique dans un volume donné est infime. Si vous pouviez vous tenir debout dans ce gaz, vous ne ressentiriez aucune chaleur. Les particules vous atteindraient si rarement que leur effet de chauffage collectif serait incommensurable. Un mètre cube de milieu interstellaire à 50 000 Kelvin contient moins d'énergie thermique totale qu'un mètre cube d'air à température ambiante sur Terre. Le gaz est chaud au sens physique du terme, mais ne transporte pratiquement pas de chaleur au sens pratique. Cela signifie que le milieu interstellaire ne réchauffe pas Voyager 2 de manière significative. Le vaisseau spatial n'absorbe pas de chaleur significative de son environnement. Le bilan énergétique reste presque entièrement interne. La chaleur provient de l'énergie électrique. Elle s'échappe par rayonnement. Rien à l'extérieur du vaisseau spatial n'apporte ou ne soustrait de manière significative. La sonde est isolée thermiquement, enfermée dans son isolation, dépendante de sa propre alimentation électrique à variation continue et ne répond à aucune influence thermique externe. Cet isolement est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction car cela signifie que le vaisseau spatial n'est pas refroidi activement par son environnement. L'espace n'absorbe pas la chaleur de Voyager 2 de la même manière que l'eau froide absorbe la chaleur d'un nageur. C'est une malédiction car cela signifie qu'il n'y a pas de source d'énergie externe pour pallier la défaillance des RTG. Dans le système solaire interne, un vaisseau spatial peut absorber la lumière du Soleil. À proximité d'une planète, elle peut recevoir un rayonnement infrarouge réfléchi ou émis. Dans l'espace interstellaire, il n'y a rien. Le vaisseau spatial est seul avec son plutonium, et ce dernier s'épuise. Il existe une autre subtilité qu'il convient de comprendre. Les centrales RTGS produisent encore une quantité importante d'énergie thermique grâce à la désintégration du plutonium. Même si leur production électrique a chuté de plus de la moitié par rapport à son niveau initial, n'oubliez pas que les thermocouples qui convertissent la chaleur en électricité se dégradent indépendamment du combustible. Le plutonium-238 continue de se désintégrer, de libérer des particules alpha et de générer de l'énergie thermique. Après environ la moitié de sa demi-vie, soit environ 44 ans, le rendement thermique du combustible a diminué d'une fraction calculable, mais il reste substantiel. Chaque générateur produit encore largement plus de 1000 degrés de puissance thermique, mais presque aucune de cette puissance thermique n'atteint la plateforme du vaisseau spatial. La chaleur se dissipe à travers les ailettes de refroidissement de la flèche du RTG, exactement comme prévu. Les générateurs étaient délibérément placés loin du bus et orientés de manière à rejeter leur chaleur résiduelle dans l'espace. Car, au début de la mission, cette chaleur énorme aurait grillé les composants électroniques. La séparation qui protégeait le vaisseau spatial près de Jupiter se retourne désormais contre lui dans l'espace interstellaire. Les RTG rayonnent des bouffées de chaleur dans le vide, tandis que le bus peine à rester chaud avec une dissipation électrique de 220 doublots. On pourrait se demander si les ingénieurs pourraient rediriger une partie de cette chaleur résiduelle vers le bus? Pourraient-ils le faire revenir par un tuyau le long de la flèche pour réchauffer les conduites de propergol? La réponse est non.
Il n'existe aucun mécanisme à bord du vaisseau spatial permettant de faire cela. Aucun caloduc n'a été installé entre la flèche du RTG et le bus. Il n'existe aucune connexion thermique. La conception supposait que le vaisseau spatial disposerait toujours d'une puissance électrique suffisante pour se maintenir à température grâce à la dissipation interne. On n'avait pas envisagé un scénario où les générateurs continueraient à produire de l'énergie thermique, mais où le bus manquerait cruellement de chaleur. L'architecture du vaisseau spatial rend impossible l'utilisation de la seule ressource abondante dont il dispose encore. C'est là l'une des grandes ironies de la situation de Voyager 2. Il s'agit d'un vaisseau spatial qui embarque encore une source de chaleur importante. Les réserves de plutonium ne sont pas épuisées. Il ne sera pas épuisé avant des décennies. Mais la chaleur est mal placée, séparée des composants électroniques par une poutre et un espace sous vide qu'il est impossible de combler. Le vaisseau spatial finira par perdre sa capacité de fonctionnement, non pas par manque de chaleur, mais par manque d'énergie électrique pour acheminer cette chaleur là où elle est nécessaire. Et cela ramène l'histoire thermique à l'équipe d'ingénierie sur Terre, parce que la physique des pertes de chaleur dans le vide, le comportement de l'isolation multicouche, la nature de l'équilibre radiatif, tous ces facteurs créent une situation gérable, mais uniquement grâce à une intervention extrêmement prudente. Le vaisseau spatial ne meurt pas d'exposition aux intempéries. Elle dépérit lentement et de façon prévisible, en raison d'une réduction de la puissance disponible pour maintenir ses systèmes principaux au-dessus des températures minimales de fonctionnement. Les lois de la physique permettent la survie. L'isolation assure la protection. Le plutonium continue de se désintégrer, mais la marge entre la survie et l'échec se mesure en watts, et cette marge se réduit chaque année. Chaque fois qu'un ingénieur du JPL décide d'éteindre un chauffage, il ne fait pas que réaliser des économies d'énergie. Il modifie le profil thermique de l'ensemble de la plateforme du vaisseau spatial. La chaleur qui était générée à un endroit disparaît. Les composants à proximité refroidissent. La répartition des températures se modifie. Parfois, ce changement est prévisible. Parfois, ce n'est pas le cas. Le modèle thermique construit de toutes pièces en 2014 est utile. Mais c'est un modèle, pas une boule de cristal. Ces prédictions reposent sur des hypothèses concernant les propriétés des matériaux et les chemins de chaleur, qui peuvent avoir évolué au fil des décennies d'exposition au rayonnement et de cycles thermiques. Elles reposent sur des hypothèses concernant les propriétés des matériaux qui peuvent avoir changé après des décennies d'exposition aux radiations. Il est impossible de prédire avec précision ce qui se passe lorsqu'un élément chauffant spécifique sur une ligne de production de propergol spécifique est mis hors service pour la première fois en 40 ans. Et pourtant, les ingénieurs prennent ces décisions avec succès depuis des décennies. Ils ont éteint les radiateurs et surveillé les résultats. Ils ont arrêté les instruments et observent le changement d'équilibre thermique. Ils ont poussé le vaisseau spatial de plus en plus près de ses limites et il a continué à fonctionner, non pas par chance, mais par prudence. Parce qu'ils comprenaient la physique. Parce qu'ils ont construit des modèles, les ont confrontés à la réalité et les ont affinés au fur et à mesure que les données arrivaient. La physique des pertes de chaleur dans le vide est implacable mais simple. Les objets rayonnent une chaleur proportionnelle à la 4e puissance de leur température. L'isolation réduit les pertes radiatives. La chaleur est fournie par l'énergie interne. La température d'équilibre est déterminée par l'équilibre entre ces facteurs. Il n'y a rien de mystérieux dans cette équation. Il n'y a pas de variable cachée. La température du vaisseau spatial à tout instant peut en principe être calculée à partir des principes fondamentaux si l'on connaît la puissance absorbée et les propriétés thermiques de chaque surface. Ce qui rend la survie de Voyager 2 remarquable, ce n'est pas la physique. La physique est du niveau manuel. Ce qui est remarquable, c'est que les humains aient géré avec une telle précision et pendant si longtemps la diminution de leurs ressources énergétiques, avec une marge d'erreur si infime. Communiquer avec un vaisseau spatial qu'ils ne pourront jamais toucher, malgré un décalage horaire de 19 heures. Ils ont dû utiliser un modèle thermique qu'ils ont dû construire de toutes pièces près de 40 ans après le lancement, car le modèle original n'existait plus. Les lois de la physique permettent la survie. L'isolation permet la survie. Mais l'ingénierie rend la survie réelle. Et cette ingénierie est une histoire de sacrifice. Choisir ce qui meurt pour que le reste puisse vivre
accepter la perte définitive comme prix de la survie. C'est dans cette histoire, dans cette succession précise de fermetures, de compromis et de choix difficiles que réside le véritable drame. Et c'est là que ce voyage nous mènera ensuite. Voyager 2 a été lancé avec 10 instruments scientifiques. Chacune d'elles était une merveille d'ingénierie des années 1970, conçue sur mesure pour des mesures spécifiques qu'aucun engin spatial n'avait jamais tenté autour des planètes extérieures. Le sous-système d'imagerie scientifique embarquait des caméras grand angle et à angle étroit qui photographieraient les tempêtes tourbillonnantes de Jupiter, les anneaux de Saturne, la surface craquelée de Miranda sur Uranus et les geysers gelés de Triton sur Neptune. Le spectromètre infrarouge a mesuré le rayonnement thermique des atmosphères planétaires. Le spectromètre ultraviolet a permis d'étudier la composition atmosphérique. Le sous-système photopolarimètre analysait la lumière diffusée par les surfaces et les anneaux planétaires. L'instrument de science des plasmas a échantillonné les particules chargées du vent solaire. L'instrument de détection de particules chargées de basse énergie a détecté des ions et des électrons dans les magnétosphères planétaires. Le sous-système de mesure des rayons cosmiques a détecté des particules de haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire. Le magnétomètre a enregistré les champs magnétiques de chaque planète rencontrée par le vaisseau spatial. Le sous-système d'ondes plasma détectait les oscillations électriques dans l'espace autour de la sonde. L'expérience de radioastronomie planétaire a utilisé l'antenne du vaisseau spatial pour étudier les émissions radio des planètes géantes. 10 instruments, 10 fenêtres sur des mondes qu'aucun être humain n'avait jamais vus d'aussi près. Et une à une, au fil des décennies, la quasi-totalité d'entre elles ont été fermées. Ces fermetures n'ont pas débuté en situation d'urgence. Les premières étaient logiques. Après le survol de Neptune par Voyager 2 en 1989, les caméras n'étaient plus nécessaires. Il n'y avait plus de planètes à photographier. Le sous-système d'imagerie scientifique a été désactivé. Le spectromètre infrarouge a suivi. Le spectromètre ultraviolet a ensuite été embarqué à bord de Voyager 2, bien qu'il soit resté plus longtemps à bord de Voyager 1 pour une raison scientifique précise. L'expérience de radioastronomie planétaire n'avait plus de planètes à écouter. Ces instruments avaient été conçus pour le grand tour, et le grand tour était terminé. Le sous-système photopolarimètre a été le premier instrument scientifique officiellement mis hors service sur Voyager 2 en 1991. Il a permis d'économiser 1,2 W. Ce chiffre mérite qu'on s'y attarde. 1,2 W de moins que la puissance consommée par une seule petite lampe LED. C'est dire à quel point les marges étaient déjà réduites au début des années 90. Une puissance de 1,2 W était suffisamment significative pour justifier la mise hors tension permanente d'un instrument scientifique. La plateforme de balayage qui abritait plusieurs instruments d'observation de l'extérieur a finalement été entièrement mise hors tension sur Voyager 2. La plateforme elle-même était équipée d'un moteur qui consommait de l'énergie simplement en étant alimenté. Et comme il ne restait plus d'instruments à diriger, l'énergie était nécessaire ailleurs. Chaque fermeture a suivi le même calcul sinistre. Combien de watts consomme ce système? Que perdons-nous si nous l'éteignons? Qui gagnons-nous? Le gain justifie-t-il la perte? La réponse était presque toujours oui, car l'alternative était de tout perdre. Au cours des années 1990 et 2000, les instruments restants étaient ceux qui étaient pertinents pour la mission interstellaire. L'instrument d'étude des plasmas a mesuré les propriétés du vent solaire, puis celles du plasma interstellaire. L'instrument de détection de particules chargées de basse énergie a détecté des ions et des électrons à différents niveaux d'énergie. Le sous-système de détection des rayons cosmiques a suivi les particules de haute énergie provenant de toute la galaxie. Le magnétomètre mesurait les champs magnétiques traversant l'espace interstellaire et le sous-système d'ondes de plasma détectait les oscillations de la densité électronique du milieu environnant. Ces 5 instruments étaient la raison pour laquelle la mission existait encore. Tout le reste avait été enlevé. Mais même ces survivants vivaient sur du temps emprunté, car les instruments n'étaient pas les seuls systèmes consommateurs d'énergie. Des systèmes de chauffage fonctionnaient dans toute la structure du vaisseau spatial, petits appareils électriques dont le seul but était de maintenir certains composants au-dessus de leur température minimale de fonctionnement. Certains éléments chauffants protégeaient l'électronique des instruments.
D'autres ont réchauffé les conduites de propergol. D'autres ont maintenu l'ordinateur de commande ou le sous-système de données de vol du vaisseau spatial dans des plages de sécurité. Chaque élément chauffant consommait quelques watts et chaque watt comptait. Les arrêts des appareils de chauffage ont commencé avant ceux des instruments et se sont poursuivis en parallèle. Les ingénieurs examineraient le modèle thermique, identifieraient un élément chauffant protégeant un composant disposant encore d'une certaine marge de température et le désactiveraient. Le composant se refroidissait, parfois de quelques degrés, parfois de plus. Si la température de refroidissement se stabilisait au-dessus de la température minimale autorisée, l'arrêt était considéré comme réussi. Si les températures atteignaient des niveaux dangereux, les ingénieurs devaient se demander s'il fallait remettre en marche le chauffage, ce qui impliquait de sacrifier de l'énergie ailleurs, ou accepter le risque et espérer que le composant puisse supporter le froid. Certaines de ces décisions se sont avérées plus judicieuses que prévues. Des composants conçus pour fonctionner dans une plage de température spécifiée se sont parfois révélés capables de fonctionner correctement en dehors de cette plage. Les appareils électroniques conçus pour fonctionner à une température minimale de 0 degrés Celsius ont continué à fonctionner à 10 degrés, voire moins. Les composants du vaisseau spatial avaient été construits avec des marges de sécurité que les concepteurs eux-mêmes n'avaient peut-être pas pleinement appréciées. Des décennies de fonctionnement à des températures en baisse progressive ont constitué un test de résistance au ralenti qui a révélé une résilience insoupçonnée des composants. D'autres décisions comportaient de véritables risques. Les composants qui ont survécu à des températures supérieures à leur plage nominale n'en sont pas toujours sortis indemnes. Les capteurs se sont déréglés. Des dysfonctionnements sont apparus sur certains instruments, qui ont dû être diagnostiqués après un délai de communication de 19 heures. Les ingénieurs ont appris à faire la distinction entre une dégradation tolérable et une dégradation qui menaçait la mission. Un jugement qui exigeait une connaissance approfondie d'un matériel qui fonctionnait sans interruption depuis plus longtemps que la durée de vie de nombre de ces ingénieurs. En 2014, les températures de la conduite de propergol de Voyager 2 étaient descendues jusqu'à la limite du point de congélation de l'hydrogène. Le modèle thermique élaboré cette année-là a fourni aux ingénieurs un outil qui leur manquait, la possibilité de prédire comment les températures internes du vaisseau spatial réagiraient à des variations spécifiques de son état d'alimentation. Mais le modèle a également confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà. La tendance n'allait que dans une seule direction. Chaque année, le bus devenait plus froid. Chaque arrêt du chauffage accélérait le refroidissement, et la limite de température la plus critique, le point de congélation de l'eau à environ 1,6 degrés C, s'approchait avec une quasi-certitude. Ce qui se passe au sein du JPL lorsque ces décisions sont prises mérite davantage d'attention, car le processus n'est pas automatique. Ce n'est pas algorithmique. Il s'agit d'une négociation entre l'équipe scientifique et l'équipe d'ingénierie menée à l'aide de modèles thermiques, de projections de puissance et du type de connaissances institutionnelles qui ne s'accumulent qu'au fil de décennies de travail avec un seul engin spatial. L'équipe scientifique souhaite que chaque instrument continue de fonctionner le plus longtemps possible. Chaque instrument de mesure collecte des données qu'aucune autre installation au monde ne peut reproduire. Le magnétomètre mesure les champs magnétiques interstellaires avec une sensibilité et un point de vue inaccessibles depuis la Terre. Le sous-système d'ondes de plasma détecte les oscillations de densité électronique dans le milieu interstellaire, fournissant des mesures directes des conditions dans une région que les astronomes au sol ne peuvent modéliser qu'indirectement. Perdre un instrument, quel qu'il soit, signifie perdre l'accès à un type d'information qui pourrait ne plus être disponible pendant des décennies, voire jamais. L'équipe scientifique se bat pour tout. L'équipe d'ingénierie a un mandat différent. Leur mission est de maintenir le vaisseau spatial en état de marche. Non seulement les instruments, mais aussi le bus, l'ordinateur, l'émetteur, les propulseurs, les conduites de propergol. Si le vaisseau spatial meurt, tous les instruments meurent avec lui. L'équipe d'ingénierie raisonne en termes de marge thermique, de bilan énergétique et de mode de défaillance. Ils savent précisément combien de watts chaque système consomme, exactement quelle quantité de chaleur chaque composant produit, exactement à quel point chaque conduite de propergol est proche du seuil de congélation. Et ils savent qu'une seule erreur de calcul peut mettre fin à la mission définitivement. Lorsqu'une décision d'arrêt doit être prise,
Les deux équipes se réunissent. On consulte le modèle thermique. Les ingénieurs effectuent des simulations montrant ce qui arrive à la répartition de la température du bus si un élément chauffant spécifique est éteint ou si un instrument spécifique est désactivé. Ils examinent où ira l'énergie libérée. Si un dispositif de chauffage protégeant une conduite de propergol près des propulseurs de roulis est désactivé, de combien cette conduite va-t-elle refroidir? Combien de temps avant qu'elle n'atteigne la limite de température autorisée en vol? L'énergie économisée en éteignant ce chauffage peut-elle être redirigée vers une charge à l'intérieur du bus qui génère de la chaleur à un endroit plus utile? Réchauffer la zone la plus froide par conduction thermique indirecte. Ces compromis ne sont pas simples. La plateforme du vaisseau spatial est une structure tridimensionnelle avec des chemins thermiques complexes. Éteindre le chauffage d'un côté du bus ne refroidit pas forcément les composants situés juste à côté. La chaleur se propage à travers la structure en nid d'abeilles d'aluminium, à travers les supports de montage, à travers les faisceaux de câbles. Une modification à un seul endroit peut entraîner des variations de température dans tout le véhicule, d'une manière difficilement prévisible sans un modèle détaillé. Les ingénieurs thermiques réalisent des analyses de cas. Leurs hypothèses varient. Ils présentent différentes options à l'équipe scientifique. Si nous éteignons ce chauffage, nous gagnons 3 W et la ligne de propulsion la plus proche se refroidit d'environ 2 degrés au cours des 6 prochains mois. Si nous désactivons cet instrument, nous gagnons 5 W, mais nous perdons la capacité de mesurer le flux de rayons cosmiques. L'équipe scientifique évalue le coût scientifique. L'équipe d'ingénieurs évalue le risque de survie. Et puis une décision est prise, parfois à l'unanimité, parfois non. Mais toujours en gardant à l'esprit que quelle que soit l'option choisie, la décision est irréversible. Le chauffage ne sera pas remis en marche. L'instrument ne sera pas redémarré. Le vaisseau spatial sera définitivement plus simple après l'envoi de la commande. Les commandes elles-mêmes nécessitent une chorégraphie minutieuse. La séquence d'arrêt d'un instrument scientifique ne se résume pas à un simple interrupteur. Cela implique l'envoi de multiples commandes sur plusieurs heures. Chaque élément est vérifié avant la transmission du suivant. Ce délai de communication de 19 heures signifie que si quelque chose tourne mal pendant la séquence, l'équipe ne le saura que près d'un jour plus tard. Les séquences sont donc conçues avec des points de contrôle intégrés. On envoie une commande, on attend la confirmation que le vaisseau spatial l'a reçue et exécutée. Cette confirmation nécessite 38 heures pour effectuer l'aller-retour, soit 19 heures à l'aller et 19 heures au retour. La commande suivante ne sera envoyée qu'après réception de la confirmation. L'arrêt complet d'un instrument peut prendre des jours, voire des semaines en temps réel. L'équipe ne peut pas précipiter les choses. Ils ne peuvent pas sauter d'étape. Ils ne peuvent pas présumer qu'une commande a été reçue simplement parce qu'elle a été envoyée. Chaque action est délibérée, chaque étape vérifiée. Car une erreur commise à cette distance est une erreur qui risque de ne jamais être corrigée. Ces séquences de commandes sont également vulnérables à l'immense distance en jeu. Un signal traversant 13 milliards de kilomètres d'espace n'est pas à l'abri de la dégradation. Les impacts de rayons cosmiques peuvent retourner des particules en transit. Le récepteur vieillissant du vaisseau spatial peut mal interpréter les instructions. En novembre 2006, une commande de routine envoyée à Voyager 2 a été mal interprétée par l'ordinateur de bord, qui l'a décodée comme une instruction d'activation des résistances chauffantes du magnétomètre. Cette unique commande corrompue a maintenu les résistances en marche pendant 5 jours, faisant grimper la température du capteur au-dessus de 130 degrés, bien au-delà de ses limites de conception. Le magnétomètre a survécu, mais l'incident a révélé une vulnérabilité qu'aucun protocole ne peut totalement éliminer. Lorsqu'une simple erreur de lecture peut provoquer une surchauffe d'un instrument ou un mauvais alignement d'une antenne, chaque transmission devient un acte de foi contrôlé. L'équipe d'ingénierie ne peut garantir que les commandes parviennent intactes. Ils ne peuvent concevoir que des séquences suffisamment robustes pour tolérer les erreurs et intégrer des étapes de vérification permettant de détecter les problèmes avant qu'ils ne se propagent en cascade. Le processus exige également que l'équipe prenne en compte l'âge du vaisseau spatial d'une manière qui va au-delà des simples bilans énergétiques. La mémoire embarquée de Voyager 2 totalise 68 kilooctets pour l'ensemble de ses systèmes informatiques. Cela représente une capacité de stockage inférieure à celle d'une seule photographie numérique moderne.
Chaque séquence de commande, chaque routine logicielle, chaque algorithme de protection contre les pannes doit respecter cette contrainte. Lorsqu'ils conçoivent une nouvelle procédure opérationnelle, les ingénieurs écrivent un logiciel pour une machine dont la puissance de calcul est inférieure à celle d'une calculatrice de base. Puis, le transmettre sur 13 milliards de kilomètres en espérant que les cellules de mémoire vieillissantes le stockent correctement. L'exposition aux radiations pendant près de 5 décennies a dégradé certaines de ces cellules de mémoire. Les valeurs enregistrées peuvent dériver. Des instructions fiables il y a 10 ans peuvent se comporter de manière imprévisible aujourd'hui. L'équipe d'ingénierie teste chaque chargement de manière exhaustive sur des simulateurs au sol qui reproduisent le matériel du vaisseau spatial avant d'envoyer une seule commande au réseau spatial lointain pour transmission. Le correctif logiciel du propulseur est une étude de cas illustrant ce processus fastidieux. Le correctif modifie le profil de tir des propulseurs de contrôle d'attitude restants en ajustant la durée et l'intervalle des impulsions afin de réduire la vitesse à laquelle les résidus s'accumulent dans les bus d'injection. Chaque instruction doit tenir compte de la possibilité que le téléchargement soit corrompu pendant le transport, qu'une collision cosmique perturbe un bit lors de la réception ou que le matériel vieillissant n'exécute pas la nouvelle routine comme prévu. Comme pour toute intervention majeure, le correctif sera d'abord testé sur le vaisseau spatial le plus proche avant d'être appliqué à Voyager 1. Si le correctif fonctionne, il sera appliqué à Voyager 1. En cas d'échec, les conséquences devront être maîtrisées. Rien dans ce processus n'est anodin, rien n'est tenu pour acquis. Chaque opération effectuée sur un vaisseau spatial de 49 ans situé à 13 milliards de kilomètres de la Terre est traitée comme si elle pouvait être la dernière. Les ingénieurs ont réagi comme ils le pouvaient. Ils ont désactivé d'autres services. Mais au début des années 2020, les coupes les plus faciles avaient déjà été effectuées. Il n'y avait plus de radiateur en surplus à sacrifier. Chaque radiateur encore en marche protégeait quelque chose d'important. Chaque instrument encore en fonctionnement a collecté des données qu'aucun autre engin spatial de l'univers n'aurait pu fournir. La prochaine série d'arrêts aurait un coût réel, pas seulement en termes de commodité ou de redondance, mais en termes de véritable capacité scientifique. En octobre 2024, la NASA a annoncé que l'instrument scientifique Plasma de Voyager 2 avait été désactivé. Cet instrument mesurait les particules chargées du vent solaire depuis des décennies et avait joué un rôle crucial dans la confirmation du passage de Voyager 2 à travers les hélopores vers l'espace interstellaire en 2018. Ces mesures du plasma interstellaire étaient scientifiquement précieuses et tout à fait uniques. Aucun autre instrument sur aucun autre vaisseau spatial ne pourrait les reproduire. L'éteindre signifiait que cette fenêtre particulière sur le milieu interstellaire se fermait définitivement. Puis, en mars 2025, l'instrument de détection des particules chargées de basse énergie embarqué sur Voyager 2 a été mis hors tension. Cet instrument avait fonctionné quasiment sans interruption depuis son lancement, soit pendant près de 48 ans. Sa plateforme de capteurs rotative était actionnée par un moteur pas à pas, qui avait été testé sur 500 000 pas, ce qui était suffisant pour garantir son fonctionnement lors du passage près de Saturne. Au moment de sa désactivation, ce moteur avait effectué plus de 8,5 millions de pas. Ses performances avaient dépassé ses spécifications de conception d'un facteur 17. L'instrument ne présentait aucune défaillance. Il était encore en train de collecter des données. Il a été mis hors tension car son énergie était nécessaire ailleurs. Le moteur du capteur de particules chargées à basse énergie a été laissé en marche à un demi-watt, une dépense minime car le fait de le maintenir actif donne aux ingénieurs la plus infime possibilité de remettre l'instrument en marche un jour si une source d'énergie supplémentaire peut être trouvée. Cette décision, qui consiste à prendre la moitié du montant, résume à elle seule toute la philosophie de la mission Voyager. Ne fermez pas complètement une porte, si la laisser entrouverte ne coûte presque rien. Le sous-système de détection des rayons cosmiques de Voyager 2 devrait être mis hors service en 2026. Après cela, seuls 2 instruments resteront actifs, le magnétomètre et le sous-système d'ondes de plasma. 2 instruments sur les 10 d'origine. 2 minces canaux d'information qui continuent de provenir d'un vaisseau spatial qui transportait autrefois une gamme complète d'instruments de sciences planétaires. Cette réduction progressive raconte une histoire qui dépasse le simple cadre de l'ingénierie.
Voyager 2 est réduit à sa configuration la plus légère possible, tout en conservant la capacité de fournir des données exploitables. Ce qui abritait autrefois 10 instruments et une gamme complète de systèmes de chauffage ne fonctionne plus aujourd'hui que grâce à une poignée de systèmes survivants. Chacune d'elles a survécu uniquement parce qu'on a permis à autre chose de sombrer dans l'oubli. Imaginez une vieille voiture qui continue de rouler, non pas parce que vous l'entretenez en parfait état, mais parce que vous enlevez tout ce qui n'est pas essentiel. On commence par la climatisation, puis la radio, puis les sièges passagers, puis les panneaux de carrosserie. Au final, vous vous retrouvez à conduire un châssis nu avec un moteur et un volant. Et même le moteur brûle ses dernières gouttes de carburant. La voiture roule encore. Cela vous permet toujours d'avancer. Mais ce n'est plus la machine qui sortait de la chaîne de montage. C'est un survivant, défini non par ce qu'il possède, mais par ce qu'il a perdu. Voyager 2 est cette machine, et les personnes qui décident de ce qu'il faut retirer ensuite portent un fardeau que peu d'ingénieurs dans l'histoire ont eu à porter. Chaque décision qu'ils prennent est définitive. Il n'y a pas d'entrepôt de pièces détachées. Il n'y a pas de mission de service. Le vaisseau spatial se trouve à plus de 13 milliards de mètres de la Terre et se déplace à environ 34 000 miles par heure dans la direction opposée. Ce qu'ils éteignent reste éteint. Quelle que soit la capacité qu'ils sacrifient, elle est perdue à jamais. Suzanne Dodd, la responsable du projet Voyager au JPL, a clairement exposé les enjeux. Si l'équipe ne coupe pas les instruments maintenant, le vaisseau spatial n'aura plus que quelques mois d'autonomie avant de devoir déclarer la fin de la mission. Voilà le calcul. Mettez un instrument hors service et gagnez 1 an. Fermez-en un autre et gagnez 1 année de plus. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à arrêter, et la mission prendra alors fin. La seule question est de savoir jusqu'où on peut étirer cette séquence. La stratégie du régulateur de tension en 2023 fut l'une des initiatives les plus créatives de cette série. Les ingénieurs ont découvert qu'une petite réserve d'énergie de secours avait été prévue au sein du système de régulation de tension du vaisseau spatial. Cette puissance était réservée à un mécanisme de sécurité destiné à protéger les instruments contre les fluctuations de tension. Si la production électrique du vaisseau spatial, provenant du RTGS, variait de manière inattendue, le régulateur puiserait dans cette réserve pour stabiliser la tension et éviter d'endommager les composants électroniques sensibles. L'équipe d'ingénieurs s'est rendue compte qu'après plus de 45 ans de vol, le système électrique du vaisseau spatial était resté remarquablement stable. Les fluctuations de tension avaient été minimes. La marge de sécurité que l'alimentation de secours visait à prévenir n'avait, en pratique, jamais été nécessaire. Ils ont donc pris une décision réfléchie. Ils ont redirigé cette énergie de secours vers le bus électrique principal, acceptant le risque légèrement accru de tension non régulée en échange d'une puissance supplémentaire suffisante pour maintenir en fonctionnement les 5 instruments scientifiques restants pendant environ 3 ans de plus. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Les variations de tension peuvent endommager les instruments. Une surtension soudaine pourrait griller une carte de circuit imprimée qui fonctionne dans l'espace lointain depuis près d'un demi-siècle. Mais l'équipe a évalué le risque et a conclu qu'il était faible. Les générateurs étaient stables. Le système électrique s'était avéré fiable. L'alternative, l'arrêt immédiat d'un instrument scientifique, impliquait la perte de données irrécupérables. La récompense était supérieure au risque. L'alimentation de secours a été activée. Les instruments ont continué de fonctionner. Et les ingénieurs ont ajouté un nouvel élément à la longue liste de compromis qui ont défini cette mission. En 2026, l'équipe se prépare à la manœuvre d'économie d'énergie la plus ambitieuse jamais réalisée. On appelle ça le Big Bang. Le nom sonne dramatique, mais l'opération elle-même est tout sauf dramatique. C'est méticuleux, prudent et terriblement lent. Le Big Bang consiste à éteindre simultanément un groupe d'appareils alimentés et à activer des alternatives à plus faible consommation d'énergie selon une séquence soigneusement chorégraphiée. L'objectif est de reconfigurer la façon dont le vaisseau spatial utilise son énergie restante, créant ainsi un nouvel équilibre énergétique durable qui permette de maintenir en fonctionnement les systèmes les plus critiques tout en consommant moins de watts au total. Certains composants seront désactivés définitivement. D'autres seront remplacés par des alternatives moins énergivores, offrant des fonctionnalités réduites.
L'effet global est de réduire la consommation énergétique minimale du vaisseau spatial, c'est-à-dire le nombre minimum de watts nécessaire au maintien des opérations de base, et de créer une petite réserve d'énergie excédentaire permettant d'alimenter les instruments scientifiques restants pendant des mois ou des années supplémentaires. Voyager 2 servira de véhicule d'essai. Elle dispose d'une puissance légèrement supérieure à celle de Voyager 1 et est plus proche de la Terre, ce qui signifie que le délai de communication est plus court et le dépannage plus rapide. Les tests sont prévus pour mai et juin 2026. Si la reconfiguration réussit sur Voyager 2, l'équipe tentera la même procédure sur Voyager 1 au plus tôt en juillet. Le Big Bang comporte des risques réels. Éteindre simultanément plusieurs systèmes sur un vaisseau spatial de 49 ans situé à 13 milliards de kilomètres de la Terre n'est pas une chose que l'on fait à la légère. Si un système critique ne redémarre pas après la reconfiguration, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour le remettre en marche. Si l'équilibre thermique se modifie de façon inattendue pendant la transition, les conduites de propergol pourraient se refroidir en dessous du seuil de congélation avant même que les ingénieurs ne se rendent compte qu'un problème est survenu. Le délai de communication de 19 heures signifie que lorsqu'un problème est détecté sur Terre, il affecte déjà le vaisseau spatial depuis près d'une journée entière. Les ordres correctifs mettront encore 19 heures à arriver. Il peut s'écouler près de 2 jours complets entre une panne et une réponse. Pendant ce temps, le vaisseau spatial est livré à lui-même. Mais l'alternative au Big Bang est la même qui a motivé toutes les décisions d'arrêt précédentes. Sans cette reconfiguration, la puissance fournie continuera de diminuer de 4 W par an et l'équipe sera contrainte d'arrêter les instruments un par un jusqu'à épuisement total. Le Big Bang est une tentative de rompre ce schéma afin de trouver un moyen d'exploiter davantage l'énergie restante en faisant fonctionner le vaisseau spatial selon un mode fondamentalement différent de celui utilisé jusqu'à présent. Un détail concernant la liaison de communication ajoute une difficulté supplémentaire. L'antenne à gain élevé de Voyager 2 doit rester pointée vers la Terre avec une extrême précision pour que le signal soit reçu par le réseau de communication avec l'espace lointain. Le vaisseau spatial utilise ses propulseurs à eau pour maintenir cette orientation, en tirant de petites impulsions correctives chaque fois qu'il dérive. Mais certains de ces propulseurs ont connu des problèmes d'encrassement de leurs injecteurs de carburant. Les minuscules buses par lesquelles circule l'hydroine se sont partiellement obstruées, probablement par l'accumulation de résidus au fil des décennies d'utilisation. Les propulseurs de secours qui auraient pu prendre le relais sont également compromis. Le vaisseau spatial ne dispose d'aucun système de secours en cas de défaillance d'un autre propulseur. Une réalité que l'équipe d'ingénierie a été contrainte d'accepter à mesure que les réserves s'épuisaient une à une au fil des décennies. La NASA a également développé un correctif logiciel pour modifier le comportement des propulseurs, en ajustant les profils de tir afin de ralentir l'encrassement qui a déjà mis hors service certaines des tuyères de secours du vaisseau spatial. Les détails concernant la conception, les tests et la transmission de ce correctif ont révélé à quel point chaque intervention sur Voyager 2 est devenue minutieuse. Le problème des propulseurs recoupe de manière critique le problème thermique. Si les propulseurs tombent en panne, l'antenne dérive. Si l'antenne dérive, la communication est interrompue. En cas de perte de communication, les ingénieurs ne peuvent pas envoyer de commande. S'ils ne peuvent pas envoyer de commande, ils ne peuvent pas gérer le budget énergétique. S'ils ne parviennent pas à maîtriser le bilan énergétique, l'équilibre thermique se dérègle de manière incontrôlée. Les systèmes refroidissent, les conduites de propergol gèlent, le vaisseau spatial devient silencieux pour toujours. En juillet 2023, ce scénario a failli se produire. Une erreur de programmation a provoqué un décalage de 2 degrés de l'antenne à gain élevé de Voyager 2 par rapport à la Terre. Ça ne semble pas beaucoup, mais à une distance de 13 milliards de kilomètres, même une minuscule erreur angulaire signifie que le signal manque complètement les antennes de réception. Les communications ont été interrompues. Pendant près de 2 semaines, les ingénieurs n'ont pas pu atteindre le vaisseau spatial. Le 1er août, ils ont détecté un faible signal porteur grâce à plusieurs antennes du réseau de communication avec l'espace lointain. Le 4 août, la station CRA en Australie a envoyé une transmission de haute puissance, un véritable cri à travers 13 milliards de kilomètres d'espace, ordonnant au vaisseau spatial de se réorienter vers la Terre.
La commande a fonctionné. Les communications ont été rétablies, mais l'incident a démontré à quel point le lien était devenu ténu. Un simple bug logiciel, une antenne mal alignée, un propulseur bloqué, et la mission pourrait s'achever sans prévenir. Le vaisseau spatial est également équipé d'un système de sécurité autonome. Si la communication avec la Terre est interrompue pendant une période prolongée, Voyager 2 est programmé pour réorienter automatiquement son antenne vers la Terre. Cette procédure de sauvegarde aurait été activée en octobre 2023 si la récupération d'août avait échoué. Mais la défaillance elle-même dépend du bon fonctionnement des propulseurs, qui dépendent de l'hydrosine liquide, qui dépend du maintien des températures de la conduite de propergol au-dessus du point de congélation. Chaque système dépend de tous les autres systèmes. Les interdépendances sont absolues. Il existe une autre pièce du puzzle de la survie qu'il est facile de négliger. Voyager 1, lancé 16 jours après. Voyager 2, mais sur une trajectoire plus rapide et plus éloignée du Soleil et de la Terre. On s'attendrait à ce qu'il fasse plus froid. Ce n'est pas. Voyager 1 est en réalité le plus chaud des deux engins spatiaux. Et la raison en est une décision mineure mais lourde de conséquences, prise il y a près d'un demi-siècle. Après le lancement de Voyager 2 en août 1977, les ingénieurs qui surveillaient sa télémétrie ont remarqué que le vaisseau spatial fonctionnait à une température plus basse que ce que les modèles thermiques avaient prévu. Les performances thermiques réelles du bus ne correspondaient pas aux calculs de conception. Les températures n'étaient pas dangereusement basses, mais elles étaient plus basses que prévu, et cet écart suggérait que l'isolation du vaisseau spatial était légèrement moins efficace que prévu, ou que la chaleur s'échappait par des voies que les modèles n'avaient pas pleinement prises en compte. Voyager 1 n'avait pas encore été lancé. C'était prévu pour septembre, soit 16 jours plus tard. Ce court laps de temps a donné une opportunité à l'équipe d'ingénierie. Ils ont ajouté une isolation supplémentaire à Voyager 1 avant son décollage. La modification était mineure, un petit changement dans la configuration de la couverture thermique, mais elle a suffi à améliorer la rétention de chaleur à l'intérieur du bus. Lorsque Voyager 1 a été lancé et s'est dirigé vers l'extérieur sur sa trajectoire plus rapide, dépassant Jupiter et Saturne pour pénétrer dans l'espace interstellaire, elle emportait avec elle cette isolation supplémentaire. Aujourd'hui, près de 5 décennies plus tard, ce petit ajustement effectué avant le lancement porte encore ses fruits. Voyager 1, bien qu'étant plus éloigné du Soleil et plus profondément dans l'espace interstellaire, maintient des températures internes légèrement supérieures à celles de Voyager 2. Elle dispose d'une marge thermique légèrement plus importante. Ses lignes de propulsion sont légèrement plus éloignées du point de congélation. Cette différence, née d'une décision prise en quelques jours en 1977, pourrait finalement déterminer quel vaisseau spatial survivra le plus longtemps. Voyager 2 n'a jamais bénéficié de cette isolation supplémentaire. Il fait plus froid en vol. Ses marges sont plus fines. Ses lignes de propulsion sont plus proches du bord. Les ingénieurs qui gèrent ce programme aujourd'hui disposent de moins de marge d'erreur que leurs homologues qui gèrent Voyager 1. Et les deux équipes travaillent avec une marge de manœuvre quasi inexistante. Voici le bilan de la survie de Voyager 2. Il ne s'agit pas d'un simple triomphe d'ingénierie. Il s'agit d'une chaîne de centaines de décisions s'étalant sur des décennies, chacun échangeant quelque chose de permanent contre quelque chose de temporaire. Un chauffage sacrifié pour quelques watts, un instrument réduit au silence pendant quelques années, une marge de sécurité levée pour quelques mois supplémentaires de recherche scientifique, un régulateur de tension pillé pour son alimentation de secours, un propulseur réparé par logiciel car le matériel ne doit jamais être touché. Chaque décision est une petite mort. Chaque petite mort permet de prolonger un peu sa vie. Le vaisseau spatial rétrécit, ses capacités sont limitées, ses options diminuent, cela devient moins qu'avant. Non pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il est délibérément réduit par ceux qui y tiennent le plus. Les ingénieurs ne regardent pas Voyager 2 mourir. Ils gèrent son déclin, choisissant les parties à abandonner pour que le noyau essentiel puisse subsister encore un peu. Les mathématiques de ce déclin sont impitoyables. 4 watts par an chaque année, sans possibilité de retour en arrière. Les générateurs thermoélectriques, à radioisotope, RTG, ne produiront jamais plus d'énergie qu'hier. Aucune nouvelle source d'énergie ne sera fournie. Aucune équipe de réparation n'arrivera.
La trajectoire de la courbe de puissance est fixe et elle pointe dans une seule direction vers le bas. Toutes les stratégies élaborées par l'équipe. L'arrêt du chauffage, le sacrifice des instruments, l'astuce du régulateur de tension, la reconfiguration radicale, ce ne sont pas des solutions, ce sont des retards. Ils repoussent l'échéance plus loin dans le futur, mais ils ne modifient pas la forme de la courbe. À terme, la puissance chutera en dessous du seuil nécessaire au fonctionnement d'un seul instrument, afin de maintenir une seule ligne de propulsion au-dessus de zéro et de transmettre un signal porteur vers la Terre. La question n'est pas de savoir si ce jour viendra. La question est de savoir quand. Et la réponse à cette question dépend du nombre de petites défaillances que les ingénieurs pourront encore déceler, du nombre de pièces supplémentaires de Voyager 2 qui pourront être sacrifiées, du nombre de compromis supplémentaires qui pourront être faits avant qu'il ne reste plus rien à compromettre. C'est dans ce futur, dans la chronologie des dernières années de Voyager 2, et dans l'immense silence qui s'ensuit, que s'achève ce voyage. Le vaisseau spatial ne disparaîtra pas lorsqu'il cessera de parler. Il continuera d'avancer, de glisser sur sa trajectoire, de transporter le disque d'or à travers le milieu interstellaire pendant des milliers de siècles. Mais sa voix s'éteindra. Le dialogue entre une machine et ses créateurs, entretenu sur 13 milliards de kilomètres, grâce à l'ingéniosité, à l'obstination et aux pertes, prendra fin. Et quand cela arrivera, le silence sera définitif. C'est là que ce voyage nous mène désormais. Vers le début ou le milieu des années 2030, le signal s'arrêtera. Cela ne s'arrêtera pas brutalement. Il n'y aura ni explosion, ni collision, ni catastrophe soudaine. Un jour, les ingénieurs du JPL enverront une commande à Voyager 2 et ne recevront aucune réponse. Ou bien ils remarqueront que le faible signal porteur qu'ils suivaient, une simple tonalité confirmant l'existence continue du vaisseau spatial, est tombé en dessous du seuil de bruit des récepteurs les plus sensibles du réseau de communication avec l'espace lointain. Ils vont réessayer. Ils seront plus attentifs. Ils pointeront toutes les antennes disponibles vers la portion de ciel où devrait se trouver Voyager 2, s'efforçant de capter le faible signal d'un émetteur d'environ 23 watts à une distance qui pourrait alors dépasser 160 unités astronomiques, et finalement, après des jours ou des semaines de silence, quelqu'un prendra la décision. La mission est terminée. La date exacte ne peut être prédite. Trop de variables restent inconnues. À quelle vitesse les thermocouples RTG restants vont-ils se dégrader? La reconfiguration radicale de 2026 permettra-t-elle de libérer suffisamment d'énergie pour prolonger les opérations? La conduite de Propergol résistera-t-elle à un autre hiver et à un autre encore? Un propulseur qui se bouche, une antenne qui dérive, un bug informatique peuvent-ils entraîner une catastrophe irréversible? Les ingénieurs qui travaillent actuellement sur la mission estiment qu'au moins un instrument scientifique de Voyager 2 pourrait rester opérationnel jusqu'au début des années 2030. C'est leur meilleure estimation. Forts de plusieurs décennies d'expérience dans la gestion du déclin du vaisseau spatial, ils sont toutefois les premiers à reconnaître que chaque jour pourrait être le dernier. Linda Spilker, scientifique du projet Voyager au JPL, a résumé cette réalité en une seule phrase. Chaque minute, chaque jour, les sondes Voyager explorent une région où aucun engin spatial n'est jamais allé auparavant. Cela signifie aussi que chaque jour pourrait être le dernier. Mais ce jour pourrait aussi apporter une autre révélation interstellaire. Nous mettons donc tout en œuvre pour que les voyages 1 et 2 continuent de faire figure de pionniers le plus longtemps possible. Le temps maximum possible. Cette phrase renferme toute la charge émotionnelle du dernier chapitre de la mission. Non pas la durée maximale souhaitée, non pas la durée maximale imaginée, mais la durée maximale possible. Ce mot reconnaît une limite. La courbe de puissance présente un défaut. La marge thermique a une limite. L'hydroane possède un point de congélation et toutes ces limites convergent lentement, inévitablement, vers le même résultat. Voici à quoi ressembleront probablement les dernières années, selon les projections actuelles et les plans publiés par la NASA. Après l'arrêt du sous-système de détection des rayons cosmiques de Voyager 2 en 2026, 2 instruments resteront en service. Le magnétomètre qui mesure l'intensité et la direction du champ magnétique interstellaire et le sous-système d'ondes de plasma qui détecte les oscillations de la densité électronique du milieu interstellaire. Ces 2 instruments sont les derniers yeux et oreilles scientifiques du vaisseau spatial. Et ces 2 instruments ne donnent pas de mesures de routine. Ils nous réservent des surprises.
En 2020, des astronomes ont rapporté que les 2 sondes voyagées avaient détecté une augmentation significative et inattendue de la densité du milieu interstellaire à mesure qu'elles s'éloignaient du Soleil. Les mesures contredisaient les modèles les plus simples qui prévoyaient que la densité resterait à peu près constante une fois qu'un vaisseau spatial aurait franchi l'héliosphère. Au contraire, le plasma devenait plus dense. Le gradient semblait être une caractéristique à grande échelle du milieu interstellaire local, s'étendant sur une région bien plus vaste que l'héliosphère elle-même. Aucun télescope terrestre n'aurait pu détecter cela. Seul un engin spatial physiquement immergé dans le plasma interstellaire et mesurant en temps réel les densités de particules pourrait révéler que l'espace entre les étoiles présente une structure et des variations à des échelles que les modèles n'avaient pas anticipées. Le sous-système d'ondes de plasma a contribué à sa propre découverte en mesurant la fréquence des oscillations du plasma électronique dans le milieu interstellaire. L'instrument a détecté un faible bourdonnement persistant. Il ne s'agissait pas d'un signal provenant d'une source distante. Il s'agissait de la vibration de base du plasma interstellaire lui-même. La tonalité électrique ambiante du milieu entre les étoiles, jamais entendue auparavant par aucun instrument, car aucun instrument n'avait jamais été en mesure de l'écouter. La fréquence de ce bourdonnement correspond directement à la densité électronique locale, offrant ainsi aux scientifiques une mesure continue des conditions interstellaires le long de la trajectoire de Voyager 2. Ce sont ces mesures qui disparaîtront lorsque les instruments seront arrêtés. Non pas des données abstraites, mais des découvertes actives, des révélations continues sur un environnement que l'humanité n'a jamais échantillonné directement auparavant et qu'elle ne rééchantillonnera peut-être pas avant très longtemps. Tout le reste aura été éteint, supprimé, sacrifié. Avec seulement 2 instruments en fonctionnement, la demande en énergie sera plus faible, ce qui soulagera légèrement l'équilibre thermique. Une consommation d'énergie moindre signifie moins de chaleur à l'intérieur du bus, mais aussi une demande totale moindre sur les RTG. L'énergie restante peut être dirigée plus précisément vers les systèmes les plus importants. Les 2 instruments, l'émetteur, l'ordinateur de bord et tout système de chauffage restant actifs sur les conduites de propergol les plus critiques. À un moment donné, probablement dans les quelques années qui suivront l'arrêt des mesures de rayons cosmiques, un autre instrument devra être mis hors service, le magnétomètre ou le sous-système d'ondes de plasma. La décision sera déchirante. Les 2 instruments recueillent des données tout à fait uniques. Aucun autre vaisseau spatial ne se trouve dans l'espace interstellaire. Aucun télescope terrestre ne peut reproduire ce que mesurent ces instruments. Quel que soit le site qui sera fermé, cela représentera la perte définitive d'un type d'observation que l'humanité ne pourra peut-être plus effectuer avant des décennies, voire plus. Après la mise hors service de l'avant-dernier instrument, Voyager 2 fonctionnera avec un seul capteur scientifique, un seul instrument, un seul flux de données, un seul lien subsistant avec l'objectif scientifique qui a justifié l'existence de la mission pendant près d'un demi-siècle. Le vaisseau spatial, qui était à la fois un explorateur planétaire entièrement équipé, sera réduit à un simple appareil de mesure relié à un émetteur, un ordinateur et un ensemble de propulseurs qui peuvent encore fonctionner ou non. Finalement, même ce dernier instrument sera mis hors service. L'énergie ne sera plus suffisante pour le faire fonctionner et maintenir les systèmes minimaux nécessaires à la survie du vaisseau spatial. À ce stade, Voyager 2 entrera dans ce que l'on pourrait appeler sa phase post-scientifique. Il continuera d'émettre, d'envoyer un signal porteur vers la Terre, confirmant ainsi son existence et le fonctionnement de son émetteur. Mais il ne collectera plus de données scientifiques. Ce sera simplement une conversation, sans rien dire d'autre que « je suis là ». Cette phase de signal porteur peut durer un certain temps supplémentaire, peut-être des mois, peut-être 1 an ou 2, en fonction de la quantité d'énergie restante et de l'équilibre thermique. L'émetteur consomme de l'énergie. L'ordinateur consomme de l'énergie. Le système de contrôle d'attitude consomme de l'énergie pour maintenir l'antenne pointée vers la Terre. Chacun de ces systèmes génère de la chaleur à l'intérieur du bus, et cette chaleur empêche les conduites de propergol de geler, mais la puissance totale disponible sera infime, et la marge entre fonctionnement et panne se mesurera en fractions de watts. À un certain moment, la puissance chutera en dessous du seuil nécessaire au maintien de cette configuration minimale. L'émetteur se taira. L'ordinateur va cesser de traiter les données.
Les propulseurs vont se refroidir. L'hydrosine contenue dans les conduites de propergol va geler, non pas d'un coup, mais progressivement, en cristallisant d'abord dans les tubes les plus étroits, puis en se propageant à mesure que les températures continuent de baisser. Et alors Voyager 2 deviendra ce qu'elle n'a jamais été de toute son existence. Silencieuse, inaccessible, solitaire. Mais cela ne s'arrêtera pas. Le vaisseau spatial continuera de se déplacer dans le milieu interstellaire à environ 15,3 km par rapport au Soleil. Cela représente environ 34 000 mentis-anpu. Aucune force dans l'espace interstellaire n'est suffisamment puissante pour la ralentir sensiblement. Il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de résistance de l'air. Le milieu interstellaire est si ténu que les forces de traînée sont négligeables à l'échelle de temps humaine. Voyager 2 poursuivra sa trajectoire actuelle pendant une durée immensément longue qui éclipse toute l'histoire de la civilisation humaine. Dans environ 40 000 ans, Voyager 2 passera à environ 1,7 années-lumière de Ross 248, une petite étoile naine rouge de la constellation d'Andromède. Elle ne pénétrera pas dans le système planétaire de cette étoile. Si une telle chose existe, elle ne sera pas capturée par sa propre gravité. Il dérivera devant un minuscule artefact de métal, de silicium et de résidus de plutonium, traversant un voisinage stellaire ignorant tout de la Terre. Aucune conscience du passage de la machine, aucun mécanisme pour la détecter. Dans environ 296 000 ans, Voyager 2 passera près de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Encore une fois, cela ne s'arrêtera pas. Il ne ralentira pas. Elle traversera simplement cette région de l'espace, aussi insignifiante pour Sirius qu'un grain de poussière pour l'océan. À ces échelles de temps, le vaisseau spatial lui-même changera, non pas par usure mécanique, mais par la lente accumulation des dommages causés par les rayons cosmiques et les particules interstellaires. Les protons de haute énergie et les noyaux lourds qui percutent la structure du vaisseau spatial pendant des dizaines de milliers d'années modifieront progressivement la structure cristalline de ces métaux. Les composants électroniques se dégraderont. Le disque d'or fixé sur le côté du vaisseau spatial durera très longtemps car il est fabriqué en cuivre plaqué or, un matériau résistant à la corrosion sous vide. Mais même elle finira par être érodée par les impacts de micrométéorites sur des échelles de temps de centaines de millions d'années. L'orbite du vaisseau spatial autour du centre de la Voie lactée le fera traverser différentes régions de la galaxie pendant des centaines de millions d'années. Il traversera des bras spiraux et des espaces entre les bras. Il rencontrera des régions de densité de milieux interstellaires plus ou moins élevées. Elle sera attirée par la gravité des étoiles qui passent. Sa trajectoire modifiée par de minuscules incréments sur des périodes de temps énormes. À terme, sur une échelle de temps de milliards d'années, l'effet cumulatif de ces perturbations gravitationnelles rendra la trajectoire de Voyager 2 essentiellement imprévisible. Il pourrait se retrouver n'importe où dans la galaxie. Mais d'ici là, le vaisseau spatial sera méconnaissable. L'érosion cosmique aura effacé les détails de la surface. L'antenne aura été piquée et abîmée. Le disque d'or peut être partiellement ou totalement détruit. Le bras du RTG, déjà épuisé en combustible utilisable, sera un cylindre de métal froid contenant les restes de plutonium désintégrés. La structure du bus, un nid d'abeilles en aluminium enveloppé de couvertures isolantes dégradées, persistera comme une coquille, une curiosité géométrique dérivant dans une galaxie dont on ignore tout de sa nature et de son origine. Voyager 2 deviendra un fossile, non pas un fossile au sens biologique du terme, mais un fossile au sens archéologique le plus profond. Un artefact d'une civilisation préservée, non pas dans la roche mais dans le vide, dérivant dans un milieu si vide que les processus de décomposition sont ralentis à des échelles de temps géologiques. À présent, prenons du recul par rapport à ces projections et réfléchissons à ce que représente réellement la survie du vaisseau spatial jusqu'à présent. Voyager 2 a été conçu pour une mission de 4 ans. Ses principaux objectifs étaient de survoler Jupiter et Saturne, de collecter des données lors de ces survols et de transmettre les résultats à la Terre. Voilà ce que stipulait le contrat. C'était le cahier des charges techniques. 4 ans, 2 planètes, mission accomplie. Tout ce qui s'est passé après Saturne était du bonus. Tout ce qui suivit Neptune fut extraordinaire. Tout ce qui s'est passé après l'hélicoptère était sans précédent. Le vaisseau spatial n'était pas conçu pour survivre dans l'espace interstellaire.
Il n'a pas été conçu pour fonctionner avec moins de la moitié de sa puissance d'origine. Il n'a pas été conçu pour fonctionner avec la plupart de ses éléments chauffants éteints, la plupart de ses instruments silencieux et son système de propulsion fonctionnant sans système de secours. Le fait qu'elle accomplisse toutes ces choses en ce moment même, tandis que vous lisez ces mots, est le fruit d'une collaboration entre la machine et ses créateurs qui dure depuis près de 50 ans et qui se poursuit à chaque commande envoyée et à chaque signal reçu. La machine a contribué à ces marges. L'isolation thermique était plus efficace que le minimum requis. Les composants électroniques ont toléré des températures plus froides que celles spécifiées dans leurs spécifications. Les thermocouples RTG se sont dégradés plus lentement que prévu dans le pire des cas. L'hydroine n'a pas gelé aux températures que les ingénieurs craignaient. Le vaisseau spatial possédait dans sa structure une résilience que ses concepteurs avaient intégrée mais qu'ils ne pouvaient garantir. Les créateurs ont mis à profit leur ingéniosité. Ils ont éteint les radiateurs et ont observé la stabilisation des températures. Ils ont mis hors service les instruments et redirigé l'énergie économisée. Ils ont puisé dans la réserve de sécurité d'un régulateur de tension pour obtenir quelques watts supplémentaires. Ils ont construit un modèle thermique à partir de zéro, près de 4 décennies après le lancement. Car ils devaient prédire les températures dans les conduites de propergol dont les concepteurs d'origine n'avaient jamais imaginé qu'elles auraient une telle importance aussi longtemps. Ils ont mis au point la reconfiguration radicale, une opération qui n'a jamais été tentée sur aucun engin spatial car l'approche standard des arrêts séquentiels était insuffisante. Ils ont mis à jour le logiciel de vol sur une distance de 13 milliards de kilomètres afin de modifier le comportement des propulseurs et de ralentir l'encrassement qui menaçait de mettre fin à la mission dans le silence. Chacune de ces actions était un pari, un risque calculé. Une décision prise avec des informations incomplètes, transmises avec un délai de 19 heures, exécutée sur du matériel non inspectable, testée sur un engin spatial non récupérable. Les ingénieurs ne savaient pas si leur solution fonctionnerait avant de les avoir essayées. Et les essayer impliquait d'accepter que l'échec puisse être définitif. La mission Voyager a toujours été décrite en termes grandioses. L'aventure la plus lointaine de l'humanité, le premier vaisseau spatial interstellaire, le disque d'or, la photographie du point bleu pâle. Ce sont de véritables réussites, et elles méritent le respect qu'elles suscitent. Mais cette grandeur peut masquer la vérité plus modeste et plus difficile qui se cache derrière. Voyager 2 n'a pas survécu parce que c'était son destin. Elle n'a pas survécu grâce à la clémence de l'espace. Elle a survécu grâce à un groupe d'ingénieurs, dont beaucoup n'étaient même pas nés au moment du lancement du vaisseau spatial, qui ont consacré leur carrière à trouver comment maintenir en vie une vieille machine en la démontant pièce par pièce. Ce n'est pas une histoire romantique, c'est l'histoire d'une perte gérée avec précision. Accepter que survivre signifie parfois devenir moins que ce que l'on était. Il s'agit de comprendre que chaque système que vous désactivez est une capacité que vous n'utiliserez plus jamais, une mesure que vous ne ferez jamais, une question à laquelle vous ne répondrez jamais. Les ingénieurs n'ont pas sauvé Voyager 2 en y ajoutant des éléments. Ils l'ont sauvé en y soustrayant. Ils l'ont maintenu en vie en décidant quelle partie pouvait mourir. Et ils ont agi ainsi en sachant que la soustraction finirait par atteindre le noyau. Il viendra une année où il n'y aura plus rien à éteindre. Quand le dernier instrument aura été réduit au silence, le dernier élément chauffant désactivé, le dernier watt d'énergie excédentaire consommé, quand le choix ne portera plus sur le système à sacrifier, mais sur la possibilité même pour le vaisseau spatial de continuer à exister, cette année viendra. Cela pourrait se produire au début des années 2030. Si le Big Bang réussit, cela pourrait prendre quelques années de plus, mais il est inévitable et aucune prouesse d'ingénierie ne pourra l'arrêter. Lorsque ce jour arrivera, le silence de Voyager 2 ne signifiera pas que le vaisseau spatial a été détruit. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est complètement gelé au sens cinématographique du terme, recouvert de glace comme un navire dans l'Arctique. Il n'y a pas d'humidité dans l'espace interstellaire pour former de la glace. Il n'y a pas d'atmosphère pour transporter le gel. Le vaisseau spatial sera tout simplement froid. Ses composants électroniques seront hors tension. Son propergol sera solide dans les lignes. Son antenne pointera dans la même direction que lors du dernier déclenchement du propulseur, dérivant lentement
et se désalignant de la Terre. Au fil des décennies, le disque d'or sera tourné vers le vide, sa couverture gravée de schémas expliquant comment le jouer, écrit dans un langage symbolique, conçu pour être compris par toute intelligence qui pourrait le trouver. Personne ne le trouvera, pas avant un temps inimaginable, voire jamais. Les distances entre les étoiles sont si vastes que la probabilité que Voyager 2 rencontre la sphère d'influence d'une autre civilisation est pratiquement nulle sur toute échelle de temps qui importe aux êtres humains. Le vaisseau spatial dérivera dans l'espace vide entre les étoiles, traversant des régions de la galaxie où rien ne se passe pendant des millions d'années. Il contiendra la collection de disques d'or de sons et d'images de la Terre. Un message d'une espèce qui a construit une machine l'a envoyée au loin, puis a passé un demi-siècle à la maintenir en vie par l'obstination et le sacrifice, jusqu'à un silence si profond et si permanent que le message ne sera peut-être jamais reçu. Mais le message n'était en réalité pas destiné aux extraterrestres. Le disque d'or était pour nous. Voyager 2 était pour nous. L'ensemble de la mission, depuis le grand tour des planètes extérieures jusqu'à la traversée de l'hélioport, en passant par les décennies d'arrêt d'instruments et de gestion thermique, a toujours été une histoire humaine. C'est l'histoire de ce qu'une espèce peut accomplir lorsqu'elle décide de construire quelque chose. Envoyez-le plus loin que tout ce qui a jamais été fait, et refusez de le laisser mourir jusqu'à ce que les lois de la physique rendent toute continuation impossible. Voyager 2 n'a pas gelé dans l'espace interstellaire car elle a été construite avec une isolation suffisante pour piéger la chaleur, alimentée par un combustible radioactif qui se désintègre de façon prévisible sur des décennies et gérée par des ingénieurs qui comprenaient que chaque watt d'énergie perdue était un watt de chaleur qui ne reviendrait jamais. Le vaisseau spatial ne survit pas, car l'univers est clément. L'univers est indifférent. Le milieu interstellaire est indifférent au gel ou non des conduites de propergol de Voyager 2. Le flux de rayons cosmiques ne se soucie pas de savoir si le magnétomètre enregistre encore des données. Le rayonnement de fond à 2,7. Kelvin se fiche bien de savoir si une machine construite par des primates sur une planète rocheuse située à 13 milliards de kilomètres est encore assez chaude pour envoyer un signal vers la Terre. Le vaisseau spatial survit grâce à l'attention des gens, car les ingénieurs qui ont hérité d'une mission de leurs prédécesseurs ont choisi, année après année, d'étudier les modèles thermiques, d'analyser les bilans énergétiques, de débattre de l'instrument à sacrifier ensuite, de concevoir des solutions créatives à des problèmes que les constructeurs d'origine n'avaient jamais imaginés, et d'envoyer des commandes à travers un vide si vaste que la lumière elle-même met 19 heures à le traverser. Ils ont agi ainsi non pas parce que quelqu'un le leur demandait, mais parce qu'ils comprenaient que la voix de Voyager 2, aussi faible, aussi diminuée, aussi privée des capacités qu'elle possédait autrefois, reste la seule voix humaine s'exprimant depuis l'espace interstellaire. Et faire entendre cette voix une année de plus, un mois de plus, un jour de plus, ça compte. Voyager 2 rejoindra la catégorie la plus petite et la plus étrange des artefacts humains. Des engins spatiaux sur des trajectoires qui les mèneront bien au-delà du système solaire. Il n'y en a que 5. Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 et New Horizons. De ces sondes, seuls les 2 Voyager ont confirmé avoir franchi l'héloport, la frontière où s'arrête l'influence du Soleil et où commence l'espace interstellaire. Quand ils s'arrêteront, il n'y aura plus personne pour parler en notre nom. Pas d'émissaire actif, pas de représentant fonctionnel, juste du matériel froid dérivant dans l'obscurité, transportant des messages que personne ne lira peut-être jamais. Le vaisseau spatial ne s'apercevra pas qu'il est devenu silencieux. Elle est dépourvue de conscience, de toute capacité à éprouver de la solitude ou du regret. C'est une machine, des résidus d'aluminium, de silicium, de cuivre et de plutonium assemblés dans une salle blanche à Pasadena dans les années 1970. Lancée par une fusée Titan Centaure depuis Cap Canaveral le 20 août 1977, elle a été envoyée sur une trajectoire qu'elle suivra jusqu'à ce que la galaxie elle-même remodèle son parcours. Mais ceux qui l'ont construit le savent. Ceux qui ont géré cela le savent. Les personnes qui décidaient année après année quelle partie devait disparaître pour que le reste puisse survivre un peu plus longtemps. Ils le savent. Et lorsque le signal finira par s'estomper sous le bruit, que les antennes se détourneront
et que la mission sera officiellement terminée, ces personnes sauront qu'elles n'ont pas perdu Voyager 2. Elles l'ont conservé pendant des décennies de plus que quiconque n'aurait pu l'espérer. Malgré toutes les ruses, tous les sacrifices, tous les risques calculés, toutes les nuits blanches à attendre une réponse à 13 milliards de kilomètres de distance, Voyager 2 n'est pas resté figé dans l'espace interstellaire. Non pas parce que l'espace interstellaire est chaud, non pas parce que l'univers a fait une exception, non pas parce que le vaisseau spatial a eu de la chance. Il n'est pas gelé car il a été conçu pour conserver la chaleur, alimenté par des atomes qui se désintègrent selon un calendrier mesuré en décennies, enveloppé dans des couvertures qui réfléchissent le rayonnement thermique vers l'intérieur et entretenu par des êtres humains qui ont passé près d'un demi-siècle à décider quelle partie devait mourir pour que le reste puisse continuer à parler. Ce n'est pas un miracle. C'est plus difficile qu'un miracle. C'est du travail. Un travail patient, ingrat et déchirant, effectué sur des milliards de kilomètres par des personnes qui ne toucheront jamais la machine qu'elles sont en train de sauver. Et lorsque la machine finira par se taire, ce ne sera pas parce qu'ils auront échoué. Ce sera parce que le plutonium aura donné tout ce qu'il avait. Les thermocouples ont converti tout ce qu'ils pouvaient. L'isolation a tenu aussi longtemps que les lois de la physique le permettaient et il n'y avait tout simplement plus rien à sacrifier. Le vaisseau spatial deviendra silencieux. Le vide persistera. Et quelque part dans l'espace interstellaire, encore tiède grâce à la dernière chaleur que son carburant mourant pouvait encore lui donner, une machine construite par des mains humaines dérivera dans un silence qui durera plus longtemps que notre espèce ne survivra pour se souvenir de son existence, quelque part au-delà de l'influence du Soleil. Une machine construite par des mains humaines est encore assez chaude pour murmurer, non pas parce que l'univers l'a permis, mais parce que les habitants de la Terre ont refusé de la laisser se taire un jour plus tôt que nécessaire.